Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On se fait une petite émission entre expérimentés. Des reverse, évidemment, malheureusement, on est toujours obligé de parler des mêmes marchés sur lesquels les reverse sont littéralement impossibles à prendre. Donc, comme je vous dis, malheureusement, ça m'énerve parce que je suis obligé de parler de trucs qu'on devrait faire mais qu'on ne peut pas trop faire, ou en tout cas, à chaque fois qu'on essaye de les faire, ça passe pas. Donc toujours cette même mécanique, pour moi, stupide, folle, irresponsable. Tous les adjectifs que vous pouvez mettre dans ce type de choses. Donc désaccord total avec ce qui se passe. Maintenant, bon, ça fait quand même un bon moment que ça dure, donc au bout d'un moment, il va quand même falloir se résoudre à pas capituler. Hein. Je réussis. Moi, la capitulation, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe que si j'ai perdu suffisamment pour dire je continue plus le trade spéculatif. Bon, pour les reverse, pour l'instant, j'ai encore de la marge. Maintenant, je n'ai aucune conviction. La volatilité est tellement inexistante que je me demande ce qui va bien pouvoir la réveiller, de quelle manière, enfin voilà, bref. Donc, pour l'instant, malheureusement, attentisme dans le sens où on a affaire à un marché qui n'a plus rien à foutre de rien. La seule chose qui l'importe, c'est la clôture de volatilité la semaine prochaine. Autrement dit, il faut absolument que les clôtures de VIX se fassent tout en bas. Si on pouvait même arriver à casser les 12, ce serait fantastique. Histoire de, évidemment, casser un support sur la volate, chose qu'on n'aurait pas fait depuis déjà plusieurs années, puisque ça ferait théoriquement pratiquement 2 ans qu'on n'aurait pas réussi à péter un support sur la volatilité. Rendez-vous compte, ce serait quand même absolument génial si on pouvait réussir à faire une chose pareille. Donc pour l'instant, toujours pour moi, ce contexte, on doit toujours partir de ça, hein, et surtout quand on veut trader un reverse. Pour moi, un contexte totalement propice à du reverse, haut de range, tension, il n'y a toujours aucune résolution des quelconques problèmes qui ont été créés depuis toute l'histoire de ce range, à savoir le début de ce range, les tensions avec la Corée du Nord. Oh, tout ça, c'était par là, hein, voilà, c'était cette époque-là. La Corée du Nord, c'était ça. Bon, bah évidemment, ici, qu'est-ce qu'on y a fait? Est-ce qu'on a réglé les problèmes? Non, l'autre il tire toujours des missiles. Donc en fait, aucun problème j'ai réglé, d'accord. Alors derrière, il a fait sauter les accords avec le Canada, toujours rien de signé, hein, on est bien d'accord. L'accord avec le Canada n'a toujours pas passé les parlements. Donc c'est de dire, on a fait sauter les accords, ça c'est sûr. Pour en signer d'autres, toujours rien du tout. On s'attend à se prendre notre hausse de taxes en Europe ou pas, on ne sait pas trop encore. Autrement dit, bon, bah, c'est toujours pareil. L'administration Trump est là pour réparer les conneries que fait le président. Il résout rien si ce n'est créer des problèmes. Et évidemment, ça plaît à Wall Street, puisque, bah, en fait, comme on fait la pression sur tout le monde, bah, l'intérêt, c'est de dire on ne sait plus trop où mettre notre argent. Alors, il faut dire aujourd'hui, c'est la panique chez les investisseurs. J'ai parlé avec un investisseur, en fait, vous vous rendrez vite compte du truc. Aujourd'hui, un investisseur, quand il réfléchit pas où est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent, il réfléchit où est-ce qu'il faut mettre mon argent pour que j'en perde le moins. Donc déjà, le raisonnement a changé considérablement. Puisqu'on n'est pas du tout dans une optique d'investissement, mais dans une optique de protection du capital. Donc déjà, rien que quand on rentre comme ça sent déjà mauvais, et ça explique aussi les contractions économiques. Hein. C'est-à-dire que, bah, évidemment, le sentiment des affaires étant tellement merdique, qu'on se dit, bon, bah, je ne sais pas trop quoi faire, je vais surtout essayer de chercher des actifs refuges, et l'actif refuge du moment, c'est le S&P 500. C'est-à-dire que, bah, en fait, il y a des gens qui arrivent à se convaincre que les actions sont chères, mais en fait, bon, de toute façon, c'est mieux d'avoir des entreprises que d'avoir des dettes d'État. Euh, oui et non. Encore une fois, il suffit de faire une chose, c'est-à-dire de créer une crise sur la dette américaine, et qu'on recale toutes les dettes mondiales, c'est-à-dire qu'on revienne en faveur des créanciers, ce qui est donc l'inverse qui est fait depuis qu'on a lancé les QE. Hein. Le principe sur les QE, c'est de dire on met la pression sur les taux, on fait chuter le rendement obligataire, et on compense ça par une attractivité haussière du prix de l'obligation, pour que tout simplement il y ait au moins un intérêt à ce que les détenteurs d'obligations ne les vendent pas. On est bien d'accord. Mais le problème, c'est que le risque, lui, il augmente toujours. Donc, le rendement, lui, devrait augmenter. Mais on est obligé de le faire baisser pour permettre aux gens de s'endetter. Donc, encore une fois, c'est un système parabolique, insoutenable, qui fait que pour justifier la tenue d'une obligation, c'est-à-dire tout simplement le fait de garder l'obligation, parce que, encore une fois, le risque de défaut n'existe pas, mais le risque, c'est l'inflation, on l'a toujours dit. C'est-à-dire que si vous prêtez
Si vous prêtez 10 000 balles à quelqu'un et que c'est sur 10 ans et que vous estimez que dans 10 ans l'inflation va avoir pris 20%, ben vous perdez 20% du capital. Donc c'est bien de dire que le risque pour un détenteur d'obligations, c'est surtout l'inflation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un monde magique où on arrive à tenir l'inflation, on arrive à maintenir les taux bas et on arrive à tenir les investisseurs, à la fois ceux qui demandent du crédit, donc les investisseurs actifs, ceux qui vont s'endetter pour investir, et à la fois les créanciers, ceux qui vont prêter l'argent pour maintenir les ratios prudentiels. Et donc, évidemment, quand on est là-dedans, on est emmerdé, parce qu'on a, entre guillemets, quelque chose d'instable, mais pour l'instant, on le maintient en stabilité. Donc c'est toujours le contexte actuel dans lequel la Banque centrale, qui ne contrôle absolument rien du tout, dans la conscience commune, contrôle. C'est-à-dire qu'elle arrive à maintenir un équilibre qui satisfait tout le monde pour l'instant. Le problème, c'est qu'on voit bien que cet équilibre est très difficile à maintenir et que ça va être très compliqué. En tout cas, qu'il faut que la Banque centrale prenne les risques pour tout le monde, c'est-à-dire prenne les risques de tous les gérants obligataires, puisqu'aujourd'hui, détenir des obligations, c'est juste... Il faut être fou pour faire ça, en fait. Il faut être complètement fou, surtout sur des obligations à longue échéance, ce qui explique évidemment le fait qu'on ait fait littéralement inverser la courbe des taux. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les détenteurs d'obligations à échéance un peu plus longue, c'est-à-dire tout ce qui dépasse 3 ans, mais plus personne n'en veut parce qu'on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer dans 10 ans. Alors il y a quand même des gens qui les détiennent, parce que de toute façon, quand vous avez un gros portefeuille, il faut de tout. Il ne faut pas juste du S&P 500, il faut un peu d'actions, il faut un peu d'obligations pour gérer les risques. Un peu d'or, un peu de tout ceci. Et c'est pour moi la thématique dans laquelle on est actuellement, à savoir redistribuer la valeur des portefeuilles, sauf que pour l'instant, ça ne se fait pas, pour une raison qui me semble toujours extrêmement opaque, parce que ce n'est pas simplement d'acheter du S&P 500 le problème. Le problème, c'est qu'il y a certaines valorisations à l'intérieur du S&P 500, celles qui pondèrent beaucoup, qui sont achetées comme étant les licornes, les trucs qu'il faut absolument avoir dans le portefeuille, des Apple, des Microsoft. Ces trucs-là, en fait, c'est ce qu'on appelle les incontournables. C'était les incontournables valeurs de croissance, qu'on soit d'accord. Donc normalement, c'est le truc qu'il faut lourder en premier quand on arrive en fin de cycle. Mais ça lourde pas. Alors évidemment, du coup, qui les achète? Ah, ça, je peux vous dire une chose, c'est pas des institutionnels qui achètent du Apple et c'est pas des institutionnels qui achètent du Microsoft. Ou alors ils vont les acheter ponctuellement, par exemple, pour franchir 240 sur Apple et aller chercher 250. Mais hormis ça, voilà, les autres gens qui les détiennent sont des gens qui ne les achètent pas aujourd'hui, sont des gens qui les ont achetés il y a des années, des gérants, et qui vont en conserver une partie. Donc là, on est dans un état de marché très particulier où en fait, ceux qui font la smart money qui ont acheté ces actions-là il y a un bon moment, ne veulent pas les revendre, ou en tout cas elles en ont revendu une partie probablement l'année dernière, et aujourd'hui elles se disent, avant de vendre le reste, je veux savoir si je ne peux pas les garder un peu pour les faire monter un peu plus. Donc ça ne vend pas tant que les prix ne baissent pas. Okay? En fait, je vous explique le mécanisme qui fait qu'on est dans ce contexte-là aujourd'hui, et le mécanisme qui fait qu'on est dans un contexte extrêmement similaire à 1987. Autrement dit, dès que ça commence à baisser, tout le monde se met à vendre. Et ça, c'est extrêmement gênant parce qu'il n'y a pas d'acheteurs en face. Donc il faut vraiment faire très attention. Et c'est ce qui explique aussi, pour ma part, l'instabilité de la structure et le fait que l'argent se concentre dans un endroit qui concentre les risques également. Raison pour laquelle vous faites ce que vous voulez. Moi, perso, je n'achèterai absolument aucun contrat de S&P 500, sauf si vous en détenez, évidemment, depuis plusieurs années. Si vous en détenez avec une valo, je sais pas, vous avez du S&P 500 avec un prix moyen de revient à 1100, à 1500, 1800, 2000, à la limite, bon, il n'y a pas de franchement... Voilà. Après, c'est con, c'est de dire, si vous avez acheté du S&P 500 à 2000, il est à 3000, vous avez fait 50% dessus, je ne vois pas l'intérêt d'essayer de dire, ah, mais moi je parie sur le fait que le paradigme va continuer, donc l'inflation va arriver, mais elle va arriver surtout sur la bourse, donc oui, le S&P 500 à 3500, 4000, ouais, c'est un pari. Alors, le faire avec une partie de son capital, certes, mais ça ne s'appelle pas de l'investissement dans ce cas-là, ça s'appelle de la pure spéculation, du pur pari spéculatif. Donc, encore une fois, si on fait ça dans une logique smart money, oui, évidemment, on peut laisser filer une partie du capital. Je vous ai dit, la smart money, vous croyez qu'elle a vendu toutes ses actions? Certainement pas. L'actionnariat, c'est-à-dire acheter une part d'entreprise, ça fait partie d'une des meilleures structures de rendement. Par contre, on sait que c'est associé à un risque élevé et à une volatilité relativement importante quand on est dans une structure de fin de cycle, c'est-à-dire quand on a terminé un cycle de croissance et que l'économie doit se restructurer. C'est-à-dire que quand on a créé des problèmes, tout simplement par des prises de risque, ce qu'on est dans le cas dans lequel on est aujourd'hui, les prises de risque sont stupides et elles créent déjà le lit d'une crise financière.
financière, je n'ai pas encore dit crise économique. Il faut bien différencier les deux. La crise financière, c'est tout simplement quand l'argent en fin de cycle s'accumule dans des zones qui ne sont pas justifiées par l'économie réelle. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Là, ce sont des gens qui ont peur de perdre leur capital et qui pensent qu'il faut acheter du S&P 500 pour se protéger. D'accord? C'est ça le leitmotiv du moment. C'est pour ça que vous voyez toutes les bourses mondiales hésiter, voire se péter la gueule. Et par contre, vous voyez certaines bourses qui, elles, sont extrêmement belles, achetées et tout ça, tout ça. Après, posez-vous toujours la question de savoir ce qu'il y a dedans. D'accord? C'est-à-dire que si vous regardez le S&P 500, donc 500 valeurs, c'est à peu près 85% des capitalisations américaines. Vous regardez le Nasdaq et vous regardez le Dow Jones. Bon, vous dites dans le Nasdaq, il n'y en a que 100 et c'est bourré de techno. Dans le Dow Jones, il n'y en a que 30 et effectivement, il y a quelques valeurs industrielles qui pèsent un peu là-dedans, mais il y a aussi les licornes qui compensent. D'accord? Il faut savoir comment sont structurés les indices. Quand vous voyez ça, vous dites une chose. Bon, bah déjà, première chose, tout le monde monte. Donc, c'est que quoi qu'il arrive, c'est buy du US. Voilà, il faut que ce soit US stamped. Alors évidemment, moi je vous dis, le problème des actions américaines, c'est pas nécessairement l'action en elle-même. Je pense que ces multinationales existeront toujours demain. En tout cas, elles ne vont pas disparaître dans les 2 prochaines années. Elles risquent de perdre un peu de valo, ça c'est clair, et elles sont extrêmement chères par rapport aux projections de croissance qu'on fait. Et il y a une irrationalité la plus totale dans le schéma de pricing qu'on a aujourd'hui, qui est la matérialisation sous forme de prix du sentiment dans lequel on est aujourd'hui. Je vous dis, il faut protéger son capital, on ne sait pas comment le faire, et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est les US les plus forts, donc c'est là qu'il vaut mieux mettre son argent. Autrement dit, on a plutôt tendance à retirer son argent de certaines portions du monde pour rapatrier chez les US. On rapatrie, et c'est souvent les ricains, hein, encore une fois, ce sont chez eux qui ont le plus d'argent, donc ils rapatrient chez eux. Et il y a un peu d'investissement qui se fait doucement mais sûrement quand même sur les émergents. Donc voilà les thématiques du moment. C'est de dire, au lieu de répartir le capital, on rapatrie. Donc ça, encore une fois, c'est typique de fin de cycle économique, quand les Américains rapatrient le pognon chez eux, et en général, derrière, ils se pètent à une grosse crise financière. Pas une petite, hein, je parle d'une très grosse, parce qu'effectivement, ils ont compressé tout le risque chez eux, en vendant évidemment et en faisant chuter toutes les autres bourses. Et arrive la crise financière aux États-Unis, et derrière, évidemment, quand ça leur éclabousse la gueule, ils en profitent pour éclabousser tout le monde entier. Seulement, je pense, encore une fois, perso, je pense que cette fois, ça ne va pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de nous rejouer la même gamme, c'est-à-dire, d'abord, c'est nous les plus forts, c'est pas... on est plus fort en vous abaissant vous, hein, c'est-à-dire on retire les investissements progressivement qu'on a chez vous. Ça ne veut pas dire tout, hein, ça ne veut pas dire on assèche le lit de la rivière, ça veut juste dire, évidemment, quand on sent la crispation, le premier truc que fait un Américain, c'est tout sauf gérer les risques. Il rapatrie l'argent. Voilà, c'est comme ça que pense de toute façon. Alors on avait déjà fait des émissions psycho là-dessus. C'est lié à des biais probablement comportementaux profondément ancrés dans la psychologie globale américaine. Donc c'est des schémas macro-psychologiques. Voilà, c'est comme ça que fait un ricain. Il se protège. C'est le premier truc qu'il fait, il se protège en attaquant. C'est-à-dire que c'est exactement comme ça que fonctionne l'économie américaine. Elle attaque les autres, elle se replie sur elle-même et elle rapatrie les capitaux. Mais elle rapatrie aussi les risques, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce qui a sauvé les Américains jusque-là, c'était le dollar. C'est-à-dire qu'à chaque fois que de toute façon, faut bien comprendre, quand vous rapatriez l'argent chez vous, normalement, derrière, ça fait chuter la devise, c'est-à-dire que du coup, vous accumulez tout un paquet de dollars, donc le dollar perd de la valeur. En gros, il y a énormément de dollars en circulation, et la valeur, elle n'augmente plus en fin de cycle. Donc, normalement, ça fait baisser le prix de la devise. Et là, évidemment, c'est l'inverse qu'on voit, c'est-à-dire que le dollar monte, d'abord dans un premier temps par l'aspect protectionniste, c'est-à-dire effectivement, les gens ont peur pour leur devise personnelle de par l'agressivité de la politique américaine. Mais encore une fois, c'est la même chose que l'ère Reagan et des trucs comme ça, hein, qui revient à dire l'agressivité et nanana. Étudiez juste les cycles macro et regardez qu'à chaque fois qu'on a eu ce genre de politique, c'est toujours la même chose qui s'est produit derrière. Accumulation de capital. 87, c'est exactement ça. Hein. Pardon, j'avais juste vérifié 2-3 infos avant de dire des conneries, mais oui, c'est bon. Donc, en fait, je voulais savoir si Reagan avait terminé son mandat juste avant la crise de 87 ou juste après. Donc, c'est juste après, hein, et voilà, mais je préférais vérifier que de dire une connerie. Donc voilà, Reagan, c'était exactement ça. Hein. C'était un modèle plutôt protectionniste, offensif, c'est-à-dire aller faire la guerre un peu partout, augmenter le budget de l'armée, des trucs comme ça. Donc voilà, bref,
on compare pas à du Trump, hein, on n'a rien à voir ici, Trump c'est fois 20. Mais c'est un peu le même délire. Et c'est, si vous voulez, le contexte était le même. C'est-à-dire qu'en 1987, il se passe quoi? Ben évidemment, la bourse s'envole. Les gens ne savent pas trop pourquoi. Ils se mettent à acheter des actions parce qu'il faut acheter des actions, hein. C'est le truc dans lequel il faut être. Et puis évidemment, donc toujours la même chose, la fin tragique, à savoir donc le retour à la réalité en 87. C'est-à-dire que là, voilà, la bourse monte, et puis arrive le problème, l'accident. Et là, ça prévient pas, hein. La hausse était magnifique, tout allait bien, aucune raison que ça s'arrête. Je vais juste vous mettre. Alors, il faudrait regarder plutôt le Dow Jones, parce que, encore une fois, pour les Américains, la bourse, c'est pas le S&P 500, hein. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà, je vous montre juste le truc. Donc, le Dow Jones, hein, c'est-à-dire donc, les leaders de l'économie américaine. C'est ça que les gens tradaient, hein. Ils tradaient tous du Dow Jones, ils ne tradaient pas du S&P 500 à l'époque. Ok, donc ça, c'est autant dire, tous les petits épargnants à l'époque ne juraient que par le Dow Jones. Il fallait détenir des capitalisations américaines, c'était the place to be. Quoi, mais t'achètes pas du Dow Jones, mais t'es complètement timbré. Voilà, donc ça, autrement dit, c'est, vous allez voir, hein, la similitude dangereuse avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc je vais juste vous remettre dans le contexte. Voilà, on va prendre le Dow Jones, mais aujourd'hui, on va se mettre en daily. Peut-être en hebdo. Alors pas le gold, je voudrais le Dow Jones. Voilà. Juste pour vous montrer voilà, le délire dans lequel on est aujourd'hui, okay, et la similitude avec les schémas de construction de 1987. Et ce qu'évidemment en a découlé. Hein. D'accord. Donc les creux majeurs, ok, l'accumulation de la valeur, même chose, hein, regardez, c'est presque. Voilà. Même chose, on a passé pas mal de temps ici, et puis donc il faut en sortir. C'était la même chose hein, pour Reagan, l'inflation, mais une inflation construite de manière très asymétrique, c'est-à-dire que l'inflation dans l'économie réelle restait relativement modérée comparée à l'inflation boursière, hein, c'est-à-dire à l'époque, là, point bas, 700 $, point haut, voilà, on prend 3 fois sur la bourse, 3 fois et demi. Par contre, bon, là, dans la vie réelle, évidemment, les gens n'ont pas vu leur salaire monter 3 fois et demi. Hein. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. 1987, c'était un peu la même chose, et à la fin, ça s'est produit comment? Tout le monde, c'est-à-dire, se met à acheter des actions. On ne sait plus trop pourquoi, hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la phase d'accélération, là, la phase est effectivement la phase plus ou moins VAC 4, c'est ça en fait, hein, c'est l'équivalent de ça. C'est-à-dire que là, c'est le moment où on se dit, ok, là tout va bien, là on vient chercher l'excès final, d'accord, c'est-à-dire l'endroit où normalement la tendance devrait se terminer. Nous, c'est un peu là, hein, c'est-à-dire la même chose, les premières ventes que je prenais à Wall Street étaient sur ces zones-là, les zones théoriques, en fait, donc de retournement des excès finaux. Évidemment, ça passe pas. Et c'est là où on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça part un peu en quéquette. Alors, raison pour laquelle, moi, j'ai dit, depuis le moment où on est parti dans ces structures, ça sent très mauvais pour l'effondrement derrière. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ça la dernière fois, je vous ai dit derrière, je pense que c'est game over. Raison pour laquelle je ne m'attendais certainement pas à ce qu'on refasse des sommets historiques derrière. Bon, on sait très bien pourquoi. C'est-à-dire que quelle est la différence, quelle est la différence structurelle qu'il y a entre ce schéma-là et celui-là? La différence, c'est que ici, vous voyez bien que ça ne réagit pas du tout de la même façon. On est bien d'accord. On va pas y aller par 50 façons. La structure est la même, d'accord? C'est de dire, on construit des tendances haussières, logiques, macroéconomiques, ok? Hop, pardon, je vais y arriver. Ah mais non, mais c'est pas une... Qu'est-ce que c'est connerie? Voilà. Hop. On construit des tendances plus ou moins... Ah, je vais y arriver. Alors non, déjà il faudrait dézoomer un peu plus que ça. Non, ok. On construit des canaux de tendance et on en sort. Voilà. On décide d'en sortir violemment par le haut parce que, évidemment, il faut accélérer. Ok. Et arrive donc l'accélération spéculative. C'est-à-dire que, ça se trouve aujourd'hui, on en est peut-être que là et l'accélération spéculative va suivre. Hein, c'est possible. Hein, dans ce cas-là, effectivement, 40 000 sur le Dow Jones. À la fin, n'en restera que la même. Hein, c'est de dire derrière, tout va s'effondrer de près de 30%. Et voilà, donc le risque, c'est que pour l'instant, les valos sont beaucoup plus basses. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que là où on se trompe, c'est que pour ma part, la zone, ça là, c'est-à-dire ce qu'on avait en 2016, ça correspond vachement plus à ce qui se passait en 86. Alors encore une fois, à durée différente. Toujours pareil, quand on répète des cycles, il y a toujours des choses qui varient. L'amplitude et la durée. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est le schéma, c'est une pattern. Voilà. Donc, évidemment, c'est jamais copier-coller dans le marché. Hein. Sinon, évidemment, ce serait un petit peu trop facile. Pardon, d'ailleurs, le canal ici, il n'est pas du tout comme ça. Le canal ici, c'est comme ça. Putain, je vais y arriver. Voilà. Alors,
hop. Ah! Non, je vais pas y arriver. Bon, je vais le construire dans l'autre sens, ce sera mieux. Voilà. Donc c'est de dire, pour moi, le canal, c'est plutôt vers là. Voilà. C'est le moment où on accélère, hein. Vous voyez bien l'accélération. Voilà. On construit ce maudit canal, si j'arrive à le faire. Je vais pas y arriver. Voilà. Bon, autrement dit, putain, c'est pas possible. Ah! Ah mais attendez, il y a un bouton pour faire. Voilà. Voilà, le canal est là, on accélère, donc on fait le fameux pullback vague 4, là, tac, voilà. Et derrière, donc, la fameuse vague complètement conne. Et aujourd'hui, donc, la différence est que au lieu de faire ça, nous, on a fait, oh putain, merde, sauf que ici, qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah non, banque centrale égale sauvetage. C'est de dire, ici, bah nous, non, on savait très bien qu'il y avait un risque sur la liquidité, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a sauvé, littéralement, le système financier. C'est-à-dire qu'on a percolé, perfusé. Au jour d'aujourd'hui, là où on en est, bah, est-ce que ça a fonctionné? Non, pour moi, on est toujours dans les structures de range, à savoir on essaye de faire en sorte que ça fonctionne, mais j'ai pas l'impression qu'on soit haussier pour l'instant. J'ai l'impression qu'on est toujours neutre, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter la crise financière. Ok? Donc, est-ce que tout simplement ce qu'on avait fait à l'époque, à savoir ça, ça et ça, on va réussir aujourd'hui à dire au lieu de faire ça, d'accord, c'est-à-dire de faire la même chose, revenir chercher les vagues 4, revenir taper le canal, rentrer un peu dedans, hein, c'est-à-dire exactement ce que je vous avais donné à l'époque, au lieu de se faire un truc comme ça, comme ça, comme ça, d'accord, ce que les banques centrales essayent de nous faire aujourd'hui, d'accord, en fait, je vous refais le cycle, d'accord, donc le cycle, c'est bien ça, c'est on construit des canaux ascendants, on en sort, on fait un pullback et on s'envole, d'accord, on construit un canal ascendant, on en sort, on fait un pullback et on s'envole. Ok? Le schéma est le même, hein, c'est exactement le même. Donc, ça en gros, c'est le schéma qu'on aurait dû faire, le schéma théorique. Donc, l'effondrement spéculatif dû à la surchauffe globale de l'économie, c'est la même chose. À l'époque, c'était le même truc. Hein. C'était de dire, les gens commençaient à acheter des actions, ils ne savaient pas trop pourquoi, mais il fallait acheter des actions, parce que si tu n'en avais pas, tu étais un gland, machin, c'était l'accession à la richesse, et tout le merdier dans lequel on est aujourd'hui, hein, à savoir, si tu n'as pas d'action, tu es un gland, quoi, tu n'as pas du S&P 500. Bon, toujours pareil, les mêmes raisonnements, purement irrationnels, illogiques, non liés à la réalité, et évidemment, bah, la réalité qui rattrape. Donc à l'époque, ça a surpris tout le monde. Il y en a qui ont essayé de justifier ça en disant « mais c'est la faute des robots de trading, tout ça, tout ça ». Bon, non, c'était la faute de la bêtise spéculative des gens, encore une fois. Hein. Quand on fait quelque chose qui n'a aucun sens, il y a un moment où le sens revient et ça fait mal quand on s'est écarté. Au gros, le retour à la moyenne, quand on a vraiment fait les cons, c'est très déprimant. Voilà. Et ça peut être très brutal. Voilà. Donc là, la Fed se dit « ok ». Alors, ce n'est pas que la Fed, hein, encore une fois, c'est l'ensemble des banques centrales dans le monde entier qui ont travaillé de consort, sinon ça n'aurait jamais fonctionné. Donc le principe était de dire il faut assouplir considérablement la quantité de monnaie, c'est-à-dire que le problème, c'est comme on n'a pas d'inflation dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe? Si on ne soutient pas l'inflation boursière, elle va s'écrouler sur elle-même et elle va nous refoutre en crise et tout ça, tout ça. Donc le mécanisme de stabilité, qui est quand même un des mandats des banques centrales, pour ne pas dire même le mandat principal, la stabilité des prix, bah, ils se disent, oh putain, si on refait un coup à la 1987, bon voilà. Donc, évidemment, on va soutenir l'économie fictive, c'est-à-dire l'économie dérivée, la bourse. Donc, comment on soutient la bourse? Bah, on se pose la question des structures, c'est-à-dire que ce qui a causé ça à l'époque, c'était la même chose que ce qu'on a aujourd'hui, hein, c'est-à-dire un endettement privé extrêmement élevé. Les gens s'endettent pour un futur magistral et compagnie. Alors, ils n'étaient pas dans une politique de taux bas à l'époque, c'est ce qui fait un peu la différence. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas ce paradigme de la banque centrale qui intervient et qui manipule, bon ben voilà, aujourd'hui on teste ça. Mais moi je vous dis juste un truc, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on ne va pas à un moment donné coller au point bas? Parce que là, le problème c'est de dire, est-ce qu'on va revenir sur le sommet historique? Oh bah, moi, je pense que oui. Pour moi, le sommet, c'était 2018. Voilà. Je pense que le sommet était là. Pour l'instant, on essaye de grignoter un peu au-dessus, mais ça reste très marginal quand on voit la tronche globale du cycle. Le problème de ce machin, c'est qu'à chaque fois qu'on baissait, ça aurait pu être le moment où on baisse pour de vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on peut très difficilement arrêter les ventes dans ce schéma-là, parce que c'est quand même très compliqué de savoir à quel moment on risque de se prendre le truc comme ça, quoi. Et puis c'est de dire à l'époque, si tu vendais ici et que tu te dis hop, c'est bon, allez, je coupe là, je récupère tous mes gains, ah ouais, t'as pas fait la moitié de la baisse, quoi. Donc c'est un peu dommage, ok? Donc le principe, c'est de comprendre que pour moi, la valeur, elle se situe par là, le long de cet axe. Je ne sais pas à quel moment on va le retrouver, mais je pense qu'on va y aller.
C'est-à-dire que ici, quoi qu'il arrive pour ma part, je pense qu'il y a un moment donné où ce qui va se produire, c'est qu'on va recoller à la courbe malgré les interventions centrales. Parce que je pense que c'est là que se trouve la valeur, d'accord ? Elle commence à remonter doucement, c'est-à-dire que, pardon, au lieu d'avoir fait ça, ça et ça, je pense que, hop, aujourd'hui, on a, à mon avis, un peu plus de temps, d'accord ? Mais je veux juste vous donner un ordre de grandeur. Alors, comme je vous l'ai dit, dans tous les cycles, le temps est une variable. Donc, c'est un ordre de grandeur qu'on a ici, certainement pas quelque chose que vous pouvez utiliser dans une stratégie de trading. Mais c'est juste pour vous donner le truc. Donc, à partir du point bas, d'accord, vous voyez le cycle haussier composé par rapport au cycle de recovery, d'accord, c'est-à-dire le cycle recouvrement de la valeur, d'accord. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, alors, on va faire tac, tac. Voilà. Et donc, tac. OK. Donc, vous vous dites, ça fait grosso merdo. Bon, je fais un ordre de grandeur très vilain, d'accord, mais c'est à peu près, on va dire, un tiers. D'accord. C'est-à-dire que si sur la globalité, on passe 2 tiers à monter, 1 tiers à retrouver la valeur. D'accord. Entre la phase de cycle vendeur et le cycle haussier qui ramène la valeur à son sommet précédent. Donc aujourd'hui, si on fait à peu près la même chose, on se dit, pour moi c'est toujours 2018, hein, et je pense qu'on est toujours sur ce sommet de 2018, et que en fait ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des valorisations qui n'ont aucun sens, enfin des prix qui n'ont aucun sens. Donc je pense encore une fois qu'il nous reste pas mal de temps avant de réussir à dire qu'on a résolu réellement le problème. Puisque si on reprend ce ratio, autrement dit de 3 pour 1, ça nous donne à peu près en durée 2022, mi-2022. D'accord ? C'est un ordre de grandeur. Ça veut dire qu'il faut réussir à tenir l'équilibre dont je vous parlais avant jusqu'à 2022. Autrement dit, accrochez-vous les gars, ça m'étonnerait qu'on y arrive. Donc, la question est de dire, ok, le schéma classique, sans intervention centrale, c'était ça. D'accord ? Pour finir, donc, 2022 à 27 000, entre 26 et 28 000 sur le Dow Jones. D'accord ? Entre-temps, pour l'instant, on continue de jouer à la hausse. Donc, soit je me suis complètement planté, bon, ça c'est le scénario des plus optimistes, j'y crois pas une seule seconde, je pense que ça c'est les rêves, soit tout simplement on continue comme ça, c'est-à-dire on arrive à comprimer toute la volatilité, comme je vous dis, c'est le coup de dire, putain, ils sont vraiment forts chez les banquiers centraux, ils arrivent à faire un job parfait, ils arrivent à maintenir l'équilibre dans lequel on est, malgré tous les signes précurseurs donc, de déséquilibre. C'est-à-dire pour moi, ce qu'on a ici, c'est des tremblements de terre qui précèdent l'éruption volcanique, quoi. Maintenant, quand je parle d'éruption volcanique, je parle de ça. C'est de dire, entre guillemets, à l'époque, ce qu'on a eu, c'est littéralement le volcan explosif, le truc que personne n'a vu venir. C'est Pompéi, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, apparemment, c'est pas Pompéi. C'est-à-dire que les gens voient venir la récession, voient venir la crise économique, la panique financière, en tout cas, et cherchent à se protéger. Mais pour l'instant, la Banque centrale essaie d'orienter les portefeuilles pour éviter une fuite massive de capitaux. Donc qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on ferme toutes les portes. C'est de dire, sur les obligations, le seul acheteur, c'est probablement la Banque centrale. Il n'y a plus personne qui achète d'obligations. On ne les vend pas trop fort. C'est-à-dire que la Banque centrale essaye d'acheter les surplus pour permettre aux gérants de gérer les risques obligataires et de justifier les taux bas. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe ? Comme on inonde le marché d'argent, c'est-à-dire on rachète les obligations. C'est pas simplement c'est de dire, je prends ton obligation, je te donne de l'argent et tu fais quelque chose avec. C'est-à-dire, je prends le contrôle du système obligataire et puis démerde-toi, il faut bien faire du rendement. Et autrement dit, en général, ça pousse très rapidement vers les actifs risqués, c'est-à-dire que ça pousse vers les actions. On va dire que les deux grands pôles d'investissement, c'est de toute façon l'obligataire et l'actionnariat. Et évidemment, il y en a d'autres, la couverture sur les métaux précieux, l'or, le machin, voilà. Mais globalement, dans un portefeuille, les deux grands pôles d'investissement sont ces deux-là. Donc ce que fait la Banque centrale, c'est qu'elle dit, ok, théoriquement, là, ce qui devrait se passer à cet endroit du cycle, c'est de dire, entre l'obligataire et l'actionnariat, quand on arrive en fin de cycle, d'accord, admettons qu'elles étaient balancées avec ces équivalents-là, ce qui n'est absolument pas vrai, d'accord, puisque normalement, dans un cycle économique, dans une gérance, c'est à peu près, on va dire, 20-25% d'obligations, 40% d'actions, ok.
voire plus, hein, ça va en plein cœur du cycle économique, c'est bien plus de 40% d'actions, hein, d'accord. Et on va dire derrière, normalement, 20% d'actifs dérivés, c'est-à-dire de la matière première, des outils de production, enfin pas des, non pardon, de la matière première, des commodities, d'accord. On va dire allez 10% de commodities et derrière, en général, 10% de cash plus 10% éventuellement d'actifs refuges, mais liquides, voilà. C'est à peu près ça, on va dire, la composition globale d'un portefeuille de gérant moyen, quoi. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dit, OK, alors, donc sur la partie obligataire, d'accord, tu vas m'en vendre au moins la moitié, je vais te l'acheter et je vais te donner du cash. C'est-à-dire que je vais te donner cette portion-là et tu la redistribues où tu veux. Alors évidemment, quand il y a encore de la croissance, que font les gérants? Ils surpondèrent en actions. Donc c'est exactement ce que s'est passé ici, ça surpondère en actions. Puisqu'évidemment, la partie obligataire, on lui dit, bon, bah voilà, on va faire baisser les rendements, donc c'est pas très attractif. Maintenant, pour que tu vendes pas toutes tes obligations, je vais en racheter, moi, une partie, et te donner donc du cash, et permettre donc de faire maintenir le prix de tes actes d'obligation restantes, et te donner de la liquidité pour que tu ailles soutenir d'autres marchés, principalement donc le marché action. Problème, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, les gérants sont surpondérés en actions avec un risque qui augmente. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à vendre des actions. C'est ce qu'ils ont fait. Mais tu as du cash, qu'est-ce que tu vas en faire de ce pognon? Tu ne peux pas garder de la liquidité, c'est absolument absurde. On en garde un peu dans un fonds, mais pas trop. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon sang, mais on a trop de pognon. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un peu de gold, ils ont racheté un peu de Como. Alors les commodities pas trop, mais ils ont racheté un peu de gold, on garde un peu des actions, mais ils ont toujours le socle de 40% d'actions. Sauf que normalement, quand on est en fin de cycle, dans ce schéma dans lequel on est aujourd'hui, d'accord, on va répéter. Autrement dit, aujourd'hui, voilà comment est composé un fonds. Alors je vais éviter de dessiner avec ça, comme ça on aura des traces. D'accord? Donc on va dire, ça c'est la partie oblige. Ça, normalement, c'est la partie action. Merde. Voilà, ça c'est la partie action. Ça, on va dire, c'est la partie Como. Comment mettre mon noir? Voilà. Et ça, normalement, c'est la partie actif refuge. On va dire or, et etc. Je sais pas comment... Bah, jaune, tiens, pour l'or. Hop. Voilà. Et du cash. On va mettre vert comme ça en dollars. Voilà. Et du cash. Ok. Donc ça, composition globale d'un portefeuille. Donc évidemment, vous le mettez comme ça. Hein. Ouais, c'est mieux. Ok. Voilà un peu comment c'est composé. Donc ça, ok, c'est un portefeuille moyen. Donc un portefeuille en phase de croissance, qu'est-ce qu'on fait? On réduit la part obligataire, d'accord? Puisque à ce moment-là, il n'y a pas besoin l'État n'a pas besoin de s'endetter considérablement, et puis le rendement obligataire n'est pas super bandant, hein, donc ça ne sert à rien. Okay, enfin, il en faut, mais ça ne sert pas à grand-chose. À ce moment-là, les comos sont très importantes, il faut financer la croissance. Donc là, effectivement, on achète de la matière première, un peu plus, d'accord? Alors là, les actifs refuges, il en faut toujours, mais on va mettre un peu moins que la moyenne, ok? Le cash, zéro. Enfin, zéro, très peu de cash, d'accord? C'est le principe, c'est de dire minimum de cash et on bourrine en actions. D'accord? On bourrine bien sur les actions. Le principe, c'est que, évidemment, là, c'est les entreprises qui créent la croissance. Il faut investir dans les entreprises et dans les matières premières. Et les obligues, c'est pas le, voilà, c'est pas le truc du siècle, quoi. Il en faut un peu, mais pas, voilà, pas, c'est surtout surpondéré en actions. Ensuite, donc ça, c'est le portefeuille en croissance. On fait de la macro, hein, du coup, aujourd'hui, j'espère que vous l'avez compris. D'accord? Et ça, donc, c'est le portefeuille fin de cycle. D'accord? Donc le portefeuille plutôt protectionniste. Là, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On sous-pondère en actions, on vend ces actions, on garde pas mal de cash, on augmente la réserve de cash, on augmente la réserve d'actifs refuge, on réduit considérablement les comos et on surpondère les obligations. Ok? C'est-à-dire que normalement, c'est ça qu'on fait dans une fin de cycle. Alors, j'y suis allé un petit peu fort. Normalement, c'est 15-20% grand maximum d'actifs refuges, hein, de gold et compagnie. Hein. On ne va jamais au-delà, normalement, sur une gestion. Enfin, sur une gestion. Je vous donne des ordres de grandeur. Hein, voilà. Donc, c'est de dire, normalement, on garde un peu de cash, un peu plus que la normale, un tout petit peu de plus de cash. Voilà, entre guillemets, c'est plutôt ça en représentativité. On va garder 10-15% de cash, hein, pas plus. C'est rare qu'un fonds garde plus de 15% de liquidité. Voilà. Et normalement, donc, on va surpondérer un petit peu les obligations.
Voilà. Théoriquement, c'est à peu près ça. En plus, d'ailleurs, dans l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça en général. Je parle ici de grandes tendances dans les gestions. Je n'ai pas dit que toutes les gestions avaient le même profil. Évidemment, sinon non. Il y a différents profils de gestion. Mais on va dire le profil de gestion global, c'est ça. C'est à peu près la même chose en action et en obligation quand on est plutôt sur la fin de cycle, la partie protectionniste. Derrière, on va garder du cash et des actifs refuges. C'est-à-dire que les actifs refuges permettront en fin de cycle. D'accord. Alors attendez, je vais vous donner tout le truc. Voilà, vraiment comment ça fonctionne. Voilà, j'essaie juste d'avoir autant d'obligues que d'action. Voilà. OK. Et la dernière phase d'un cycle, c'est la phase point bas. D'accord. C'est-à-dire ici. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici dans les gestions? Avant, on était là et on va repasser comment? On vend massivement ses obligations pour récupérer du cash. D'accord. On revient plutôt sur une gestion moyenne de l'obligation à ce stade-là. OK. Évidemment, là, on n'hésite pas à acheter toutes les matières premières ultra pas chères. Donc là, on surpondère l'achat en matières premières. D'accord, on se prépare à financer la croissance, on se prépare pour la demande. Et c'est surtout qu'à ce moment-là, les matières premières sont extrêmement peu chères. Je vous dis ça, si jamais on se pète une crise économique, le pétrole à 25 $, je vais en acheter un putain de paquet. Ça, je vous l'ai dit. Il faudra surpondérer les achats de matières premières, puisqu'elles seront mais complètement moribondes. Les prix seront juste complètement fous. Après, j'ai pas dit qu'il faudra acheter que du pétrole, mais il faudra à ce moment-là acheter de la matière première. Ok. Alors là, évidemment, on vend tout. C'est de dire, à ce moment-là, d'avoir des actifs refuges quand on est au point bas, ça ne sert plus à rien. Le principe, à ce moment-là, c'est d'utiliser le cash et le gold. Alors, j'ai pas dit qu'on vendait forcément tout. Alors, on en garde un petit peu au cas où, mais le principe ici, c'est de dire, c'est le moment du cycle où il faut minimiser la partie cash et tout ça, et acheter, voilà, on minimise les obligues, on achète de la matière première, et on se charge en action. Ok? Il faut que vous compreniez le principe. Ok? Ça, autrement dit, si je vous fais le schéma, c'est l'exposition moyenne des fonds. Okay, c'est-à-dire globalement ce qu'on fait, c'est que au sein d'un cycle économique, il y a toujours un peu plus d'actions que d'obligations dans la répartition du capital. Okay, c'est vraiment ça, celui-là, c'est pour vous donner une moyenne. Okay, et ça, c'est ce qui se passe au sein du cycle. C'est-à-dire que ça, c'est la phase croissance. Ok, ça, c'est la phase distribution. Et ça, c'est la phase investissement. Ok? Donc ça, j'espère que vous comprenez bien ces choses-là. Alors j'aimerais bien les rendre plus grandes. Je pourrais le faire de là. Ok. Non, peut-être pas 24 du coup. Voilà. C'est de dire, le schéma, c'est celui-là. 14 du coup. Ok. Et au sein d'un cycle économique, on fait toujours ces choses-là, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre comment fonctionne une économie capitaliste, d'accord? C'est de dire le capital est en mouvement perpétuel pour permettre la meilleure redistribution de la richesse, pour créer toujours plus de production, de PIB. Voilà. Donc c'est de maximiser le rendement de production et à chaque cycle économique, on redistribue entre guillemets un peu les cartes. En suivant un peu toujours la même chose, mais c'est de dire au sein de ces respirations, d'accord, on va se focaliser sur le comportement action, puisque c'est celui qui nous intéresse ici dans l'analyse, c'est de dire en fait dans ce schéma-là, d'accord, la composition en action dans ce schéma-là, elle est intéressante, d'accord? C'est de dire maintenant on prend ces trois blocs bleus, d'accord, hop, et on va essayer d'analyser ce qui se trouve dedans, d'accord? Donc c'est de dire quand on a, merde, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, donc on va supprimer ces bordels, ok, donc c'est de dire quand on prend ces trois blocs bleus, qu'est-ce qu'il y a dedans, ok? Ben, c'est de dire dans un cycle de croissance, la plupart des choses qu'on va avoir ici, d'accord, c'est de la valeur de croissance. C'est de dire, à ce stade-là, ce qu'on veut surpondérer dans le portefeuille, d'accord. Donc là, on fait la répartition gros stock, value stocks, ok, que vous compreniez un peu ces trucs-là. Donc, ok, alors je prends des couleurs, mais ça n'a rien à voir, c'est pas pour dire boule et bear, c'est juste de dire gros stocks, value stocks, ok. Dans cette répartition-là, ici, c'est-à-dire donc en cycle de distribution,
hop, normalement, on surpondère les valeurs refuge, on sous-pondère, merde, c'est pas ça que je voulais faire, et on sous-pondère, on va faire comme ça, les actifs de croissance. D'accord? En gros, là, on distribue, on prend les profits sur les valeurs de croissance, on ne les vend pas, hein. Bon, normalement, c'est équivalent, hein. Voilà. C'est de dire, on va surcharger un peu le portefeuille en valeur. Alors ici, je triche un peu, normalement, c'est 80-20, en ratio à peu près. Je vous donne des moyennes, encore une fois, je n'ai pas de chiffres réels, je vous donne ça au doigt mouillé. C'est juste que voilà, dans la composition globale d'un portefeuille, c'est à peu près ça. Maintenant, si vous avez des meilleurs chiffres que moi, avec des sources, je suis tout à fait preneur. Je vous essaie juste de vous donner des ordres de grandeur pour que vous ayez une idée des mécanismes, d'accord? Des mécanismes globaux. Ce qui est intéressant ici, c'est pas de s'attarder sur les pourcentages, c'est juste que vous ayez des ordres de grandeur des fonctionnements. D'accord? Donc, en phase de distribution, normalement, on réduit considérablement l'exposition aux valeurs de croissance. Tout simplement parce qu'elles ont profilé tellement de potentiel qu'à ce stade-là, maintenir la capitalisation de ces entreprises comporte un risque élevé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on distribue le risque, c'est-à-dire qu'on en garde, mais on diminue de plus de moitié l'exposition du compte en valeur de croissance. Ok? Évidemment, quand arrive la phase investissement, qu'est-ce qu'on fait? On minimise l'impact, enfin pas l'impact, on minimise la portion entre guillemets d'actifs dits value stocks, c'est-à-dire tout ce qui est cyclique et tous ces trucs-là, d'accord? Autrement dit, ici, au lieu d'acheter les entreprises qui fabriquent les matières premières et compagnie, là, on achète la matière première, on vend l'entreprise. Hein. C'est pour vous expliquer un peu le schéma. C'est plus compliqué que ça, mais entre guillemets, le raisonnement, c'est à peu près ça. C'est de dire, à ce moment-là, en fait, les entreprises qui vont produire ces richesses-là, les matières premières, on s'en bat un peu les couilles. Mais par contre, acheter ces valeurs-là dans la fin du cycle, c'est intéressant, parce qu'en réalité, ce sont elles qui perdent le moins. Autrement de vous dire, quand on comprime l'activité économique, on prépare déjà le fait qu'on va avoir besoin de ressources. Donc c'est de dire où est-ce qu'il faut investir. En fait, il faut toujours avoir un coup d'avance. D'accord? C'est ce que je veux essayer de vous faire comprendre. Les valeurs refuges, qui sont souvent donc les valeurs liées à l'énergie et des trucs comme ça, et pas des biens de consommation et trucs comme ça, on les achète avant d'acheter les matières premières. D'accord? Dans l'ordre, entre guillemets, pour que vous compreniez un peu le schéma. Parce que tout est un peu lié. Ok? C'est de dire, le principe, c'est quand on surpondère les value stocks, après on va surpondérer l'achat de ce qu'elles produisent, c'est-à-dire de ce dont elles ont besoin ou de ce qu'elles produisent, donc les matières premières. Après, évidemment, on fait l'inverse. Une fois qu'on achète les matières premières, on sous-pondère l'achat, on sous-pondère la composition du portefeuille en valeur. Voilà, entre guillemets, là ici, ça peut tout ce que vous connaissez, voilà, des valeurs minières, des pétrolières, tout ce que vous voulez, des productions électriques, tous ces trucs-là. C'est ces machins-là ou toutes les entreprises liées à ça, hein, par exemple, donc General Electric, c'est un typique là-dedans. Voilà, il faut les sous-pondérer après quand on arrive dans la phase investissement. C'est-à-dire qu'ici, il faut vendre ces actions. Elles ont des prix normalement relativement attractifs. Et évidemment, à ce moment-là, on utilise les gains pour faire quoi? Eh bien, on en profite pour recharger en achat de matières premières et acheter des actions. Mais des actions de croissance. D'accord? Il faut bien que vous réfléchissiez comme ça. C'est-à-dire, le principe n'est pas de dire j'achète à mort de ça, de ça, de ça, mais c'est est-ce que par rapport à une valeur moyenne, je surpondère ou je sous-pondère. Un gérant, il est toujours en train d'acheter des trucs et de vendre d'autres trucs. Voilà, la gérance d'un portefeuille, c'est ça. C'est la répartition et l'allocation des différents actifs. D'accord? Et dites-vous donc que la moyenne, c'est de toute façon un truc de à peu près un tiers, deux tiers. En moyenne. OK? On va dire 2 tiers, 1 tiers. Okay, et il y a des moments où, si vous voulez, alors là j'ai pris à valeur relative, c'est-à-dire que ici il faudrait réduire ça, du coup on prend une valeur moyenne qui va être à peu près ça, ok, et du coup ici 1 tiers. Ok, mais que vous compreniez, d'accord? La répartition moyenne en global, c'est-à-dire au sein du cycle économique, c'est plutôt 1 tiers de valeur de value stock, 2 tiers de gros stocks. Évidemment, on s'expose surtout au secteur qui crée la croissance, c'est normal, on est là pour récupérer une partie de cette croissance. Dans la répartition moyenne, c'est évidemment dans la phase de croissance que les valeurs de croissance sont fortement surpondérées par rapport aux valeurs, par rapport aux value stocks. D'accord? Ici d'ailleurs, je pourrais même monter à plus de 80-20 ici, hein. Voilà, c'est à peu près ça. Okay. Quand on est dans une phase de distribution, évidemment, là on distribue toute la valeur de croissance.
En fin de cycle, on vend toutes ces valeurs de croissance puisque voilà, on en garde un peu, mais on va les racheter après. D'accord? C'est de dire, ici, il faut que vous compreniez que dans ce schéma, l'intérêt ici, c'est de faire et de construire la rotation. C'est ce qu'on appelle la rotation cyclique d'un cycle économique. La rotation cyclique, c'est que les actifs que vous possédez ici, qui sont les actifs de croissance au sein de ce cycle-là, ne seront pas les mêmes que le cycle suivant. Alors il y a certaines valorisations qui arrivent à passer 2 cycles de suite, c'est-à-dire qu'elles arrivent à créer de la croissance pendant 2 cycles juxtaposés. C'est relativement rare, et c'est surtout que les licornes d'un cycle sont rarement les licornes du cycle suivant. Donc, dites-vous un truc, la tech, les Microsoft, les machins, les Apple, c'est les leaders de ce cycle. Ce ne seront pas les leaders du prochain. Donc, autrement dit, aujourd'hui, normalement, elles doivent être en phase de distribution avant une réallocation qui est pour moi la prochaine chose. C'est-à-dire que, oui, je pense qu'il y a toujours de la croissance à faire dans le monde, nom de Dieu. On n'arrête pas le progrès, comme on dit. Mais ça se fera sous forme différente. C'est-à-dire que les gens qui persistent inexorablement en fin de cycle à penser que ce qui s'est produit va continuer, parce que c'est comme ça, encore une fois, que l'esprit humain a été programmé. On n'est pas programmé pour anticiper, on est programmé pour projeter. D'accord? C'est ce que je vous ai toujours dit. C'est-à-dire qu'un être humain qui n'est pas trop con, il comprendra que quand on fait ça, il comprendra que quand on fait une courbe comme ça, la suite, c'est ça. D'accord? Tout simplement parce que ça, c'est si vous avez construit un esprit financier, vous savez que ça comporte des risques énormes et que les risques finissent toujours par arriver. En tout cas, ce n'est pas forcément comme ça, mais la suite, c'est soit ça. En tout cas, vous savez qu'il n'y a plus de gains à faire et que derrière, il va falloir digérer cette phase de hausse parabolique pendant très longtemps. Ok? Mais ce que fait un esprit un peu pas trop, enfin en tout cas qui n'est pas trop formé à la finance, il s'imagine que quand on fait ça, la suite, c'est ça. D'accord? Et autrement dit, quand on est là, on peut déjà imaginer le prochain coup ici, puisqu'il suffit de poursuivre. Et l'esprit humain n'est pas fait pour anticiper le moment où ça va chuter. Alors il y a quelques personnes qui le font évidemment, mais la majorité des gens préfèrent projeter ce qui est en cours, parce que c'est plus facile. Donc autrement dit, le problème, c'est quand on est en phase de croissance et qu'on démarre une phase de distribution, la plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire que les gérants, eux, sont en train de réduire leur exposition à ces actifs-là, mais en face de ça, vous avez des gens qui veulent rentrer en fin de cycle et qui font en fait l'exact opposé. C'est-à-dire, maintenant, je vous ai montré le portefeuille d'un gérant, ce que j'appelle la smart money. Encore une fois, je n'ai pas dit que smart money égale forcément, il gagne de l'argent tout le temps et vous perdez tout le temps de l'argent. Ça veut juste dire que quoi qu'il arrive, sur la globalité d'un cycle, plus vous reproduisez ces schémas de croissance, distribution, investissement, plus ces gens-là vont gagner de l'argent, alors que les gens qui font autre chose, qui font de l'investissement un peu plus désordonné, ont plutôt tendance à faire de mauvaises décisions. Je n'ai pas dit qu'ils prenaient tout le temps des mauvaises décisions, j'ai juste dit que plus on joue ce jeu-là, plus c'est la smart money qui rapporte l'argent. Plus que la dumb money, entre guillemets, par opposition. Mais encore une fois, c'est un jeu de mots stupide qui fait que, effectivement, parfois, les gens ont tendance à un peu penser que je suis péjoratif par rapport à ces gens-là. C'est juste de dire, pour moi, il y a des décisions qui sont moins irrationnelles que les autres. C'est pour ça que j'appelle ça des smart money et smart decision, plutôt que des gens qui ont tendance à prendre des décisions parfois irrationnelles. Pas toujours, mais parfois. Qui, elles, ont plutôt tendance à faire quoi? Eh bien, quand le cycle économique est là, elles consomment, c'est-à-dire que là, on va prendre le même rapport et on va dire consommation-investissement. D'accord? Donc ici, je change les couleurs volontairement pour qu'on évite le problème. Je vais dire que ça, en violet, pardon, on va prendre un vrai violet du coup pour qu'on y voit quelque chose, voilà, qu'on puisse voir la différence. D'accord? Donc le violet, c'est la partie investissement, et on va dire la couleur, qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur? Marron. Alors, bon, non, c'est moche marron. On va utiliser ça, voilà, bleu cyan. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est la partie consommation dans un foyer. D'accord? La partie dépense, donc ça, autrement dit, c'est votre revenu. C'est votre salaire, c'est l'argent que vous avez, okay, plus épargne comprise, hein, c'est l'allocation du capital, l'allocation du capital pour un ménage. Un ménage, ou, quand je parle d'un ménage, je parle en tout cas, voilà. La plupart du temps, ce que je vais appeler le retail, consacre la plupart de sa dépense, évidemment, à l'achat de choses, le cycle de croissance, c'est génial, le cycle économique produit des richesses, ça produit de la stabilité, donc qu'est-ce qu'on fait? Ici, on s'endette, c'est le moment où normalement, pardon, je dis n'importe quoi, c'est le moment là où justement les créateurs de richesses, c'est-à-dire les fonds d'investissement et ceux qui redistribuent la richesse sont en train de s'endetter. Dans le cycle de croissance, ils n'hésitent pas à s'endetter à mort, à utiliser de l'effet de levier, d'accord?
à s'exposer à l'investissement. Évidemment, là, que fait le particulier? Non, il consomme. Il a de l'argent, il consomme, au lieu d'épargner, évidemment, et d'investir. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait du coup dans la phase de distribution? Le particulier, bah, il a déjà bien consommé, il a beaucoup d'argent, d'accord? Il a vraiment beaucoup d'argent, on est en fin de phase de croissance, donc il a pu faire augmenter son capital. Donc on va faire à taille de capital répartie, d'accord? C'est de dire, ici, je vais comprimer un petit peu ça. Ah, je ne peux pas faire ça. Bon, on va comprimer un peu. D'accord, voilà. Ok. Ok. D'accord, donc il a de l'argent, mais c'est plutôt en train de tendre. En fin de cycle, évidemment, que fait la personne? Elle a beaucoup plus d'argent, d'accord, et c'est le moment où elle veut donc investir. Hein, qui est donc l'erreur typique. Hein. Quand on arrive en fin de cycle, les gens ont de l'argent et ils pensent que c'est maintenant qu'il faut acheter des trucs. Des trucs sur la bourse, hein, j'entends bien. Donc là, à ce moment-là, il y a toujours les dépenses de consommation, évidemment, mais c'est maintenant qu'il faut investir. Et que fait la smart money en même temps? C'est le moment où elle distribue. Donc évidemment, qui achète les ventes de la smart money? Bah, c'est un peu ce que j'appelle la dumb money. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. On a un transfert de valeur entre la smart money qui a vendu ses actions, une bonne partie. Elle n'a pas tout vendu, encore une fois, mais elle a réduit son exposition au marché actions. Qui a acheté ça? Les particuliers. Ils consomment toujours, hein, d'accord? Et évidemment, arrive la phase de récession, c'est-à-dire que après la phase de distribution arrive la chute de marché, d'accord? Donc la chute des valorisations. Qu'est-ce qui se passe? Bah, évidemment, les mecs se sont fait couper leur épargne, hein, c'est-à-dire que là, le montant en circulation dans les comptes, il est juste bien plus bas, puisqu'évidemment, là, vous étiez riche, mais comme vous avez pris des mauvaises décisions d'investissement, pouf, pas tout votre capital, mais on va dire votre épargne est considérablement réduite, puisque du coup, c'est le moment où vous vous êtes fait péter la tronche. Autrement dit, il n'y a quasiment plus d'épargne en fin de cycle, enfin en début de cycle, là où justement il faudrait avoir du cash pour acheter des actions, bah, vous vous êtes fait ruiner le compte parce que évidemment vous avez acheté en haut et le marché s'est un peu pété la gueule. Entre guillemets, la smart money a pris des meilleures décisions que vous. Okay, et à ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Comme vous allez soit perdre votre job, ou en tout cas que la précarité augmente, avec le chômage, s'il y a eu crise économique, on est bien d'accord que s'il y a crise financière, il n'y a pas trop de soucis, ça ne touchera que votre épargne. La partie consommation, c'est que vous aurez toujours un boulot, toujours un salaire, donc vous pouvez toujours consommer. Donc là, on va dire ça dépend, entre guillemets, de la nature de la fin de cycle. Est-ce que la fin de cycle est simplement une crise économique, une redistribution des richesses? Ou est-ce que c'est au contraire une crise économique, c'est-à-dire que là, derrière, il y a impact réel sur les outils de production et sur l'économie réelle. Voilà. Et donc là, ça va impacter les emplois, le chômage et tous ces trucs-là. En gros, 2008, ça va avoir un impact réel et sensible sur la capacité d'investissement, sur la capacité de consommation. D'accord ? Donc là, évidemment, tout dépend du type de fin de cycle. Est-ce qu'on a évidemment une crise économique ou simplement une crise financière? La crise financière, c'est la redistribution brutale de l'argent en fin de cycle. C'est la phase de distribution avant la phase d'investissement. On sait que globalement, d'accord, je vous donne encore une fois ces schémas-là, ça ne veut pas dire que ça se produit toujours comme ça, mais il y a quand même une certaine forme de tendance. C'est des schémas. On a plutôt tendance à passer beaucoup plus de temps dans le cycle de croissance. La phase de distribution, normalement, c'est relativement court. La chute est relativement forte et la phase d'investissement est aussi une phase relativement courte qui reprend très rapidement avant la prochaine phase de croissance. Okay, le cycle, c'est globalement ça. Si on doit répartir, c'est à peu près 80% du cycle en phase de croissance, 10 à 15% en distribution, 5% en chute. En redistribution, hein, c'est-à-dire la phase entre la distribution et l'investissement. Ok ? Et ça, il faut bien que vous compreniez ça. Alors, en fait, je vais même vous donner un ordre de grandeur un peu mieux que ça. Je ne peux pas virer le graphique, bon c'est dommage. Je vais aller dessiner au-dessus, d'accord? Donc le principe étant, donc si on prend un cycle global, d'accord? Donc comme on a dit, distribution, baisse, ok? Donc ça, autrement dit, c'est ce que j'appelle du coup la phase après la distribution. La redistribution se met en place, donc la chute de marché. Il y a une phase qu'on appelle donc la phase d'investissement. Okay, elle dure normalement un tiers du temps de hausse. Un tiers du temps de hausse, c'est la phase d'investissement. Les 2 tiers suivants sont normalement donc la phase... Alors pardon, merde. Bon, je ne peux pas effacer mes lignes, ça c'est chiant. Bon, on va recommencer. Je vais le tracer comme ça, avec ça. Ok. Donc, un cycle économique.
Ok, bon, on schématise hein, globalement. Allez, je reprends mes petites lignes, d'accord? Donc, normalement, entre ça et la fin de la phase de croissance, d'accord, ou quand on arrive à la distribution, la phase de distribution ne fait pas baisser le marché, hein, la phase de distribution freine le marché à la hausse, ok? Normalement, un tiers de cette phase, à peu près, c'est ce qu'on appelle la phase d'investissement. Ça, c'est la phase où les prix sont très peu chers. Les prix ne montent pas encore, hein, d'accord? Tout simplement parce qu'ici, les gens sont en train de se faire destroy leur épargne. Donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire pour consommer? De vendre une partie de leur épargne. Je vous dis, hein, encore une fois, la baisse de marché, si vous n'êtes pas forcé de vendre vos actifs, théoriquement, vous pouvez l'absorber. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens ont pris des risques sur leur capital, ce qui fait que derrière, pour continuer de consommer, ils sont obligés de réduire leur épargne. Et c'est ça un peu le problème du fait que les gens ici sont forcés de vendre sur des prix qui ne sont pas attractifs. Des décisions irrationnelles, tout simplement parce qu'elles ont été suivies, enfin elles ont été précédées de mauvaises décisions d'investissement. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'investir sur le sommet de marché, c'est con à ce moment-là, voilà. Mais bon, il y a des gens qui font ça, et la preuve en est, on a beau éduquer les gens à ça, ils continuent de faire la même chose. On est en fin de cycle, et je vous dis, tous mes potes ont de l'argent, ils veulent s'acheter des apparts, ils veulent ceci, cela, ils veulent s'endetter. C'est pas le moment de le faire, mais ils comprennent pas. Voilà, c'est très compliqué d'arriver à faire comprendre ça. Donc ça, derrière, c'est la phase de croissance. Autrement dit, ici, on charge les portefeuilles, ici, on gagne du blé, et ici, on le redistribue. La phase de distribution, normalement, c'est relativement court, et c'est normalement plus court que la phase d'investissement. Après se trouve donc la phase de distribution, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a réorienté le portefeuille, et on laisse tomber. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ici, ça tombe relativement vite, et derrière, recommence une nouvelle phase d'investissement, suivie de sa phase de croissance, d'accord? Investissement, croissance. Il faut que vous compreniez ça. Entre guillemets, dans des gestions de portefeuille moyen terme, ici, on ne fait rien, on fait de l'optimisation. Comme je vous dis, ici, en général, c'est le moment où on achète les deux crises. C'est ce que je vous dis souvent. Normalement, dans ce cycle-là, pour un gérant, moyen terme, il n'y a rien à foutre à part laisser monter, prendre un petit peu de profit, acheter la première crise, acheter la deuxième crise et distribuer. C'est accumulation, achat, achat, distribution. Ça, autrement dit, c'est des petites optimisations. C'est dire, bon là, je prends un peu de profit pour attendre qu'une crise arrive et j'achète la crise. Là, je prends un petit peu de profit sur la phase de divergence et j'achète la crise derrière. La troisième crise, je distribue. Ok? Distribution. Ensuite, je laisse tomber et j'attends la phase d'investissement. Ok? Le truc qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on sait très bien que la phase de distribution, elle a été altérée par la Banque centrale. Elle essaye de jouer sur quoi? La Banque centrale, à votre avis? C'est-à-dire qu'elle ne veut pas, évidemment, que les actifs soient redistribués dans un cycle économique classique, sinon, là, théoriquement, on va se prendre une grosse chute de marché, et donc, risque sur la stabilité financière, et elle décide aujourd'hui d'intervenir, comme si elles allaient réussir à réellement changer quelque chose dans des profils qui sont là, qui font ça depuis des dizaines d'années, hein. Les gérants, encore une fois, ils ont un schéma, ils le suivent, donc c'est un peu candide de s'imaginer qu'on va réussir à altérer les schémas de pensée des gérants. Bon, c'est ce que pensent être capables de faire les banques centrales. À mon avis, elles vont se planter. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de dire, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut empêcher ça. C'est-à-dire, on veut empêcher la transition, celle-là de transition. C'est-à-dire que celle-là, elle s'est faite quoi qu'il le veuille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement ont plus de cash et plus d'exposition aux actifs refuges que dans un cycle de croissance. Ils n'ont pas agi là-dessus. D'accord? Et effectivement, on a sous-pondéré un peu les comos. C'est pour ça que vous avez vu chuter un petit peu la plupart des commodities, comme effectivement le WTI qui s'est quand même pris une grosse tartasse au sein des 2 dernières années. Il s'en remet un petit peu, mais pour moi, il reste toujours teinté relativement baissier. Donc en tout cas, c'est mon scénario à suivre. Mais c'est pour ça qu'on a chuté la plupart des comos, sauf les actifs refuges. C'est-à-dire que les commodities considérées comme refuges, typiquement gold et silver, elles ont été vendues d'abord et maintenant elles sont en train d'être surpondérées. Donc on voit bien, typiquement, que quoi qu'il arrive, le montant d'investissement en actions des fonds a considérablement réduit. La décollecte sur les fonds, c'était un truc de fou les 2 dernières années. Donc il y a bien eu transition vers une phase de distribution. Okay? Le problème, c'est que ça ne s'est pas fait dans l'amplitude des mouvements théoriques. Dans l'amplitude d'un mouvement théorique, dans une phase de distribution, vous avez considérablement une surpondération d'actifs obligataires. Problème, j'ai dit aujourd'hui, l'inversion de la courbe de taux traduit l'inverse. C'est-à-dire que là, les mecs sont en train de se dire « Oh putain, il faut vendre un max d'obligs parce que ça craint sur les obligations. » Donc, on a une peur sur le cycle de crédit. Donc on évite la surpondération tout simplement parce que voilà, c'est la banque centrale qui achète. Donc comme la banque centrale elle achète à mort, on ne va pas le faire, hein, on va pas se mettre sur le même marché. Donc il n'y a pas de surpondération ici. Donc pour faire ça, il y a besoin de vendre moins d'actions.
Autrement dit, là où ça a changé, ici, c'est là. C'est de dire, ce qu'a fait la Banque centrale, c'est que ce qu'elle a permis, c'est de dire, au lieu d'acheter des obligations, c'est moi qui vais les acheter, c'est pas vous qui allez le faire. Okay, et évidemment, vos obligations, par contre, en excès, je vais les acheter, mais je vais vous donner de l'argent. D'accord? Et cet argent, il faut que vous le répartissiez sur tout ce qui reste. Une partie de cet argent a servi à acheter de l'or, c'est clair. Une autre partie sert à garder du cash pour investir. Mais le problème, c'est que mécaniquement, une autre partie a permis de maintenir les actions, voire d'en acheter certaines. La plupart des actions qui ont été achetées, je pense, sont des valeurs refuges, c'est-à-dire des General Electric, des trucs comme ça. C'est pour ça que moi, j'aurais pris ça en portefeuille. Je pense que c'est ce qu'a fait la Smart Money. Elle a acheté du value stocks, mais il y a un mécanisme primordial, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas acheté des valeurs de croissance, ils en ont vendu une partie, mais je pense que le problème aujourd'hui auquel on a affaire, c'est que la plupart des fonds ont vendu très peu de leurs valeurs de croissance. Tout simplement parce que leur portefeuille aujourd'hui, il devrait être comme ça, d'accord ? Entre guillemets, on va rester ici, et je vais vous mettre une quatrième colonne ici, bien séparée, qui est le cas dans lequel on est aujourd'hui, à mon avis. Alors évidemment, c'est hautement spéculatif ce que je vous dis là, on est bien d'accord ? Mais je vais essayer de vous donner ma perception. Donc, apprendre avec des pincettes, bien entendu. Ah, je ne vais pas y arriver. On va faire comme ça. Je vais prendre de ce côté. Voilà. Putain, c'est pas possible. Je ne vais pas arriver à voir celui d'en bas. Nom de Dieu. Voilà. Ok. Allez. Donc, ça, pour moi, c'est la perception que j'ai aujourd'hui. D'accord ? En gros, la distorsion qui a été introduite dans cette phase de distribution, qui pour moi reste une phase de distribution, mais en gros, dans la phase nouveau paradigme. C'est-à-dire que l'altération de la Banque centrale a changé la structure de répartition de la phase de distribution. Mais je reste persuadé que quoi qu'il arrive, après la distribution, on va renormaliser pour retrouver une phase d'investissement. Donc, ici, on va faire dans l'ordre classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, ça, c'est, comme je vous l'ai dit, on est bien réparti. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gérants shortent pas, mais ils réduisent considérablement leurs obligations parce qu'on leur rachète, d'accord ? C'est-à-dire qu'elles leur sont rachetées à prix d'or par la Banque centrale, et puis comme elles ne rapportent rien, bah évidemment, il n'y a que le prix, il n'y a que la variable prix qui rapporte. Autrement dit, ici, on n'a pas du tout racheté des obligations, puisque cette fois, c'est la Banque centrale qui l'a fait. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a toujours autant d'argent, donc ça n'a pas bougé, d'accord ? Et ça, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, bon, il y a un peu d'obligue quand même, hein, on est bien d'accord, les gérants ont quand même racheté un peu d'obligue, un petit peu plus, mais de manière très marginale, puisqu'aujourd'hui, le principal acheteur d'obligations, celui qui assèche complètement le marché, c'est-à-dire celui qui fait monter le prix des obligations, et du coup, bah, ça les rend moins attractives, hein, on est bien d'accord, plus le prix est élevé, plus le risque est élevé d'acheter et de détenir ces obligations. Bah, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on devrait être là sur les actions. Mais bon, on ne peut pas garder autant de cash, d'accord ? Et on ne peut pas acheter autant d'or, et clairement, ce n'est pas le moment d'acheter des comos. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ne vend pas autant d'actions. C'est-à-dire que l'exposition aujourd'hui des portefeuilles en actions est largement supérieure à ce qu'elle devrait être à cet état du cycle économique, c'est-à-dire quasiment équivalente à la partie obligataire du portefeuille. 50-50 entre les obligues et... enfin, pas 50-50 du coup, il y a d'autres actifs, mais de manière relativement équivalente, autant d'actions que d'obligations, dans le fond. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Hein. Ils sont surpondérés en actions. Mais pas par le fait qu'ils ont énormément envie d'acheter des actions, dans le fait qu'ils ne peuvent pas acheter des obligues. Donc, les actions sont donc à risque relatif, aussi risquées que les obligations, mais il y a plus de risques sur les obligations. Enfin, les obligations sont plus chères en valeur relative par rapport au risque, donc on laisse tomber. Et on préfère acheter des actions, même si elles sont très chères. D'accord ? Par contre, là où la Banque centrale se plante, dans le sens où elle veut éviter la phase de distribution, elle évitera rien du tout, elle est déjà en train de se produire quoi qu'il arrive. Mais elle se produit sous une forme différente. C'est de dire aujourd'hui, comme en fait on devrait être là, mais comme on est là, en fait on a juste plus de pognon à attribuer aux actions. Mais la question, c'est de savoir aujourd'hui que font les fonds. Ils en sont là, je pense qu'aujourd'hui ils ont plus de cash, et ils se demandent ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il va falloir remettre le coup sur les valeurs de croissance ? Autrement dit, on s'est trompé, il n'y a pas de phase de distribution, la Banque centrale a réussi à, entre guillemets, littéralement tuer la phase de distribution, et on va redémarrer un cycle de croissance sans baisse de marché. Ça me paraît encore une fois très très dangereux parce que ça va créer des bulles, alors qu'on est déjà très proche de ces bulles. Maintenant, bon, ça c'est mon appréciation personnelle, donc c'est subjectif. Moi, ce que je pense, c'est qu'au contraire, les fonds, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
ils gardent toujours un peu de valeur de croissance. On ne vend jamais toutes ces actions, hein, qu'on soit d'accord. Par contre, je pense qu'ils sont carrément en train de charger les portefeuilles de valeur refuge. J'attends toujours de voir les mouvements de marché limite à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois d'un côté? Je vois de l'investissement. D'accord? Il faut bien comprendre que maintenant, pensez cycle d'investissement. L'émission d'aujourd'hui est très longue, mais je vous parle de choses très importantes. D'accord? Maintenant, raisonnez en termes de secteur ici. Ok? Alors, pardon, hop. Et regardez, on va faire même mieux que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les uns à côté des autres. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on devrait avoir aujourd'hui. C'est-à-dire le cycle théorique, ça, c'est ce qu'on a probablement aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est surpondéré action, mais que très probablement, pour l'instant, la smart money attend de savoir dans quel sens elle doit orienter le portefeuille. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce qu'on a là, ça a deux chances de se produire. C'est-à-dire, soit effectivement ici, le gérant va surpondérer les valeurs refuges et il va revendre de la valeur de croissance. D'accord? C'est-à-dire, il va devoir faire ça, il va devoir passer de là à là. Ok? Le principe, c'est qu'en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense qu'ici, ils sont déjà probablement relativement bien investis en valeur refuge, en value stocks. Je pense qu'ils en ont déjà relativement suffisamment. Ce qu'ils vont devoir faire à ce stade-là, c'est très probablement vendre des valeurs de croissance. C'est-à-dire que moi, je pense que le prochain mouvement, c'est ok, les banques centrales ont essayé, maintenant elles nous ont fait chier, enfin maintenant on distribue quoi qu'il arrive, et les choses qu'on doit distribuer pour racheter des obligues, c'est de vendre des valeurs de croissance. Je pense qu'elles vendront rien du tout en value stocks. Je pense que ce qu'elles détiennent en value stocks, elles vont le garder pendant toute la phase de baisse de marché, d'accord? Et derrière, elles vont juste, pendant cette phase de baisse de marché, vendre les actifs de croissance. Et c'est eux qui sont fortement pondérés dans les indices. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, normalement, qu'on doit voir baisser les indices. Ok? Moi, c'est ce que je pense, encore une fois, et je n'ai pas dit. Maintenant, on part du point de vue des investisseurs particuliers. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les investisseurs particuliers, ils entendent parler de crise. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent, mais ils investissent un peu plus prudemment. Comme ils ont de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ils consomment toujours. Okay, mais on va dire que leur potentiel d'investissement est réduit par rapport à ce qu'ils feraient d'habitude. Ils achètent un petit peu moins, d'accord? Mais ils continuent et ils consomment toujours plus. C'est-à-dire que comme ils ont plus d'argent, ils se disent bon, il vaut mieux acheter des trucs que d'acheter des actions parce que j'ai quand même entendu parler qu'il y aurait une crise économique. Mais bon, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher, ils achètent des actions. Okay, moi, je pense que ici, ce qui va se produire, c'est que quand ça va commencer à baisser, d'accord, vous allez avoir le mouvement classique, c'est-à-dire le mouvement d'aversion au risque, c'est-à-dire que ceux qui ont acheté des actions vont se dire « Putain, il faut que j'en achète encore plus, puisque les prix sont attractifs ». Autrement dit, dès que ça va consolider un peu, les mecs vont se dire « Il faut que j'achète des actions », ce qui comprimera la consommation, ce qui comprimera encore plus la croissance. Et à mon avis, voilà, le schéma, c'est de dire « Eux, ils vont faire encore plus de mauvaises décisions. Eux, ils vont plutôt réduire les actifs que eux vont acheter en masse. Et on aura une renormalisation des phases de distribution, c'est-à-dire de nouveau une surpondération en obligations. Enfin, une surpondération, un rééquilibrage du système. Donc moi, je pense que la seule chose qu'on a réussi à faire pour l'instant, d'accord, rappelez-vous notre idée, qui était de dire toute la phase ici de distribution, qui est un cycle avant d'arriver à la phase d'investissement, qui est donc toute cette phase-là, d'accord, je pense qu'on est simplement en train de décaler. C'est-à-dire qu'à mon avis, on va avoir une phase d'investissement qui sera plus courte. C'est-à-dire qu'à mon avis, on reste sur une grosse chute de marché à venir, une phase d'investissement plus courte et une recovery derrière aussi simple. Autrement dit, je pense qu'on va juste avoir une phase d'investissement qui sera probablement 2 fois plus courte que ce qu'elle aurait pu être si on avait simplement suivi le schéma de 87. Autrement dit, on maintient les valorisations élevées, mais je pense, quoi qu'il arrive, que le prochain mouvement, c'est ça, c'est-à-dire baisser l'exposition des gérants en action relativement fortement, et je pense que ça se fera très fortement dans les valeurs de croissance et non pas les valeurs refuges, les valeurs value stocks, puisque je pense que la plupart des fonds sont aujourd'hui déjà investis dans ces value stocks de manière relativement significative. Ils ont vendu une bonne partie de leurs valeurs de croissance, c'est-à-dire qu'ils les ont déjà vendus de moitié, mais je pense qu'ils vont continuer de réduire encore de moitié la part qui leur est octroyée. Ce qui veut dire donc vendre des valeurs de croissance avec très peu d'acheteurs en face, puisque les seuls acheteurs qu'il va y avoir, ça va être eux, donc avec des petits capitaux. Ok?
Voilà un peu le délire dans lequel je pense qu'on est aujourd'hui. Et le fait que malheureusement, la plupart des gens pensent que, évidemment, on va éviter la phase de distribution. Mais il faut bien comprendre que la smart money, ce qui l'intéresse, d'accord, c'est de jouer ces cycles. C'est-à-dire que pour redistribuer la richesse, la phase de distribution est malheureusement obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut retirer ces billes à un moment donné, il faut pouvoir retirer ces billes pour les réallouer ailleurs. C'est-à-dire que là, le seul pari qu'on est en train de faire, c'est que les valeurs qui ont fait la croissance de ce cycle vont être les valeurs qui font la croissance du cycle suivant. Et c'est ça, entre guillemets, qu'on essaierait de faire. C'est-à-dire de dire, là, le seul thème qui pourrait justifier de ne pas vendre les valeurs de croissance, c'est-à-dire de ne pas encaisser des profits, hein. Je ne parle pas de vendre à découvert, encore une fois, les fonds d'investissement ne font pas ça, hein. Sauf quelques fonds d'investissement spéculatifs agressifs. La plupart des fonds d'investissement ne font pas de vente à découvert. C'est juste, est-ce qu'ils doivent vendre ou non un peu plus de valeurs de croissance que ce qu'ils l'ont déjà fait? Je pense que c'est la question qu'il se pose, de savoir quel est le prochain move. Est-ce qu'il faut garder ces valeurs parce qu'on va recréer un cycle de croissance avec les mêmes? Autrement dit, même joueur joue encore, on relance la même partie. Mais une partie qui sera dans ce cas-là beaucoup plus courte, bullesque, et qui évidemment aura des effets catastrophiques derrière. Si on essaie de recréer un cycle économique basé sur les Apple et les Microsoft, je vous garantis que derrière, ce n'est pas une petite crise financière qu'on va avoir. Parce que là, on aura un gros crack de marché avec une bulle, une vraie grosse bulle spéculative. Mais possible, encore une fois, rien n'est impossible. Moi, je pense encore une fois que le prochain cycle de croissance ne sera pas basé sur la technologie, mais sur la robotique, sur l'intelligence artificielle et sur l'automatisation. Donc, évidemment, l'automatisation et la robotique, très liées, hein, d'accord? Donc, je pense qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement vont se dire, il va falloir octroyer ce capital vers ces secteurs-là. Mais encore une fois, quand vous voulez redistribuer l'argent, il faut bien prendre le pognon quelque part. Donc, le principe, c'est de dire, il va bien falloir les vendre, ces Apple et ces Microsoft et ces machins. Quand on va le faire, je ne sais pas. Encore une fois, que je vous dis, il faut vous mettre à la place d'un gérant. Un gérant, il ne lit pas le futur, il a une vision du futur et il attend des gestions du risque. C'est-à-dire que font tous les gérants aujourd'hui pour ma part? Ils attendent le signal de vente sur les actifs de croissance. Tout simplement parce qu'il y a ce choix que je viens de vous dire, qui est un choix que moi je fais parce que je suis spéculatif. D'accord? Mais un gérant, il est beaucoup moins agressif que moi dans sa phase spéculative. Lui, il est bien conscient aujourd'hui de cette branche dans laquelle on est et à laquelle on doit faire face. Est-ce qu'on va redistribuer les valorisations vers de nouveaux acteurs de croissance ou est-ce qu'on continue la partie avec les mêmes? C'est ça la question que les gérants se posent aujourd'hui. La vraie question de l'allocation d'actifs aujourd'hui, c'est ça. Et la réponse qu'on doit y apporter, elle n'est pas encore là, elle n'est pas claire, elle est faussée par l'intervention des banques centrales. C'est-à-dire que le gérant, il ne peut pas vendre ses actifs de croissance par anticipation et se dire « Ah ben moi je pense que c'est ça, donc je fais ça ». Non, non, il y a des gérants qui sont un tout petit peu anticipatifs. La plupart des gérants attendent les mouvements de prix. C'est-à-dire qu'ils attendent que d'autres gérants vendent leurs actifs en premier, que les gérants les plus agressifs vendent, et puis derrière, les autres vont suivre. En fonction de degré d'agressivité. Mais c'est ça le choix qu'on a à faire aujourd'hui. Est-ce qu'on joue avec les mêmes ou est-ce qu'on change? Moi, perso, je vous le dis, je pense qu'on change. Donc, moi, j'oriente mon portefeuille. Maintenant, c'est une orientation spéculative qui est faite en amont, puisque moi, n'ayant pas des capitaux fulgurants, je joue justement sur cet effet d'anticipation pour multiplier mon capital. Donc, je prends un risque spéculatif, mais je ne prends pas de risque d'effet de levier. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour générer une augmentation de capital, il n'y a pas 50 façons. Soit il faut prendre du risque, c'est-à-dire essayer d'anticiper des mouvements de marché, qui est une prise de risque, on est bien d'accord, qui permet d'obtenir un effet multiplicateur sur son capital, à condition évidemment que l'anticipation soit faite correctement, donc avec une gestion du risque. Mais ça ne garantit pas que j'ai raison, ça veut juste dire que moi je prends un risque pour avoir un effet multiplicateur. L'autre effet multiplicateur, c'est le levier, c'est de dire, et c'est de faire ce que font ceux-là, que moi j'ai pas du tout envie de faire, qui consiste à dire ouais j'ai un peu d'argent mais je peux en avoir beaucoup plus très rapidement puisque les taux d'intérêt sont bas, donc je vais utiliser l'effet de levier, autrement dit je produis pas plus de richesse aujourd'hui qu'hier, mais vu que les taux sont bas, je peux obtenir plus de richesse avec le même niveau de production, ce qui est donc effectivement un effet de levier, pur et simple. J'espère que vous comprenez ça, c'est un effet multiplicateur par l'endettement, donc par la dette, enfin, donc par la génération, par la dette. C'est la même chose que vous faites par exemple avec un compte de trading. Si vous avez 1000 euros sur le compte de trading et que vous achetez 5000 euros de S&P 500, vous avez contracté théoriquement une dette de 4000 euros qui vous permet d'acheter ces 5000 euros de S&P 500. Vous allez évidemment, du coup, si le S&P 500 monte, gagner 5 fois plus que vous n'auriez gagné si vous n'en avez acheté que 1000. On est bien d'accord, l'effet multiplicateur, ici, il existe, mais il existe sur la dette. Moi, il n'existe pas sur la dette, il existe sur ma capacité
d'avoir correctement anticipé le marché. Vous choisissez, comme je l'ai dit, effet multiplicateur par le levier ou effet multiplicateur par la prise de risque. La seule chose, c'est que l'effet de levier, l'histoire tente à prouver que quoi qu'il arrive, ça finit toujours très mal. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont se planter maintenant, ceux qui sont en train de s'endetter pour acheter des baraques et compagnie. Je veux juste dire qu'ils font très probablement une mauvaise décision qui produira de mauvais effets plus tard. Moi, évidemment, je serai là pour acheter leurs bêtises. Je vous l'ai toujours dit. Je pense qu'il y a une bulle immobilière et que ceux qui s'amusent aujourd'hui à s'endetter pour acheter des actifs immobiliers extrêmement chers ou des actifs boursiers extrêmement chers font aujourd'hui une mauvaise décision qui, pas nécessairement demain ou dans 2 mois, parce que ça, j'en sais rien. Je pense que, mais je n'en sais rien. Je pense qu'à terme, ça produira une très mauvaise décision. Que ce soit dans un timing là relativement proche, on va dire 1 à 3 trimestres, ou si ça passe, comme je vous dis, et qu'on arrive à créer d'énormes bulles financières et à gonfler encore plus ces bulles boursières et immobilières, dans ce cas-là, on reprendra les mêmes dans 3-4 ans, mais par contre, cette fois, les risques seront x20. C'est-à-dire qu'ils auront un niveau d'endettement qui sera bien plus grand, bien plus insoutenable, avec une croissance, elle, qui reste très molle. Donc, évidemment, une dette insoutenable. Donc le problème, c'est que c'est un schéma qui, de toute façon, les amènera vers une mauvaise décision. À ce moment-là, je serai là pour acheter les pertes. Moi, c'est aussi simple que ça. Je vous ai toujours appris ça dans la partie investissement. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne fait pas que de la spéculation, on fait de l'investissement spéculatif. C'est-à-dire des schémas macro. On n'est pas là pour acheter le matin, revendre le soir. On parle bien ici de savoir quelles sont les valeurs qu'on va acheter, pour quel horizon et dans quel schéma de maturité des différents cycles. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que ce que j'ai fait depuis 2 ans, c'est anticiper la phase de distribution. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai acheté des valeurs refuges, j'ai acheté du General Electric, des trucs comme ça, et j'ai vendu à découvert, puisque moi je ne les possède pas, les actifs de croissance. Pour l'instant, là où je me suis fait niquer la gueule, c'est que effectivement, il y a eu des achats de valeurs refuges, de valeurs des value stocks, c'est clairement, elles ont été achetées, mais ça a pris énormément de temps. C'est-à-dire qu'on a fait des structures d'investissement, c'est-à-dire ça a chuté fortement, on a fait des bottoms très longs, très lents, donc ça a été très harassant, mais on commence à avoir des signes de vie. Je vous donne encore une fois, General Electric, on est déjà à plus de 40% de hausse sur le bottom. C'est juste pour vous donner des ordres de grandeur. C'est juste de dire, là pour le coup, les 40% qui ont été faits sur General Electric, ils sont beaucoup moins risqués, par exemple, que les 40% de hausse que s'est octroyé Apple. Eh oui, c'est évidemment. Donc il faut bien comprendre que les gérants, je pense clairement qu'ils se sont mis sur ces valeurs-là. Mais là où je vous dis, là où je pense que je me suis planté, c'est qu'on devrait avoir ça, théoriquement, à cette étape du cycle économique, et qu'aujourd'hui on a ça. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, je pense qu'on a 2 fois trop d'actifs de croissance dans les gérants, dans les portefeuilles de gérants, par rapport à ce qu'on devrait avoir, grâce à l'intervention de la Banque centrale. Maintenant, est-ce que l'intervention de la Banque centrale, c'était temporaire et maintenant qu'ils vont arrêter les injections monétaires, on va revenir à la normale, ce que moi je pense, ou est-ce que tout simplement on va réussir à maintenir ce paradigme, c'est-à-dire faire une fin de cycle dans laquelle les valeurs de croissance ne seront jamais survendues, mais elles resteront tout simplement dans les portefeuilles. Mais encore une fois, le problème, c'est comment, dans ce cas-là, on va faire pour effectuer la rotation et la redistribution des richesses en vue de la production de richesses du nouveau cycle économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il faut que les mêmes valeurs, les Apple, les Google, les Microsoft et tout ça, soient les porteurs de croissance de demain dans les secteurs qui me semblent porteurs, à savoir la robotisation et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'entre guillemets, Google se mette à faire des robots et des trucs comme ça. Voilà. Et dans ce cas-là, effectivement, à la limite, ce sera même joueur joue encore et ils se seront en fait adaptés au cycle économique. Ce qui est effectivement le risque qui est que moi, personnellement, dans ce cas-là, je me trompe. C'est-à-dire, dans ce cas-là, ces acteurs qui étaient les acteurs de croissance d'hier seront les mêmes acteurs de croissance de demain, mais dans des secteurs de production différents. Autrement dit, la redistribution, ils la font en interne. Et dans ce cas-là, moi, j'aurais clairement commis une erreur en essayant de vendre à découvert ces valorisations. Ça, c'est l'échec potentiel de mon scénario. On soit d'accord? Moi, j'étudie toujours toutes les possibilités. Là où je peux avoir raison, là où je peux avoir tort. Plus, évidemment, toute la part de chaos qui fait qu'il y a peut-être des schémas que je n'ai même pas envisagés et qui risquent de se produire. Donc, encore une fois, des expositions relatives des portefeuilles. Il faut bien comprendre qu'il ne faut absolument pas risquer votre avenir financier sur des ventes à découvert des acteurs de croissance. Parce que, encore une fois, ça peut rapporter un effet multiplicateur si vous avez raison. C'est-à-dire, si vous avez raison, l'effet multiplicateur sur le capital, sans avoir recours à l'effet de levier, pourra effectivement être très bénéfique. Par contre, si on se plante, il ne faut pas non plus que ça aille complètement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre votre capacité d'investissement parce que vous avez parié sur la baisse de certaines valeurs.
D'accord? La partie vente à Wall Street, c'est la partie pour moi la plus spéculative. Mais qu'est-ce que j'ai fait sur mon portefeuille en même temps? D'accord? J'ai acheté de l'or, je garde beaucoup de cash, d'accord? Et je vends les comos. Ça, c'est ce que j'ai fait en parallèle depuis 2 ans. Ça marche. Il n'y a que cette partie vente valeur de croissance qui ne marche pas pour l'instant. Et le principal responsable pour ma part, c'est le fait que la Banque centrale aujourd'hui est en train de massivement réduire la part d'actifs obligataires dans les portefeuilles de gérants en asséchant tout simplement la partie obligataire. Maintenant, encore une fois, ce sont des schémas intenables, c'est-à-dire que pour faire en sorte que les gérants n'achètent pas d'obligations, il faut continuer perpétuellement à les mettre sous pression, c'est-à-dire continuellement à faire baisser les taux. Le problème, c'est qu'en faisant baisser les taux, encore une fois, on augmente toujours le risque de détention des obligations, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on réduit la capacité de financement. Avec un État, lui, qui s'endette toujours plus. C'est-à-dire que on a une dette toujours plus risquée, toujours plus demandée, et de moins en moins de gens qui sont là pour la donner, pour émettre de la dette. Autrement dit, aujourd'hui, pour ma part, hein, il faut être complètement fou furieux pour prêter de l'argent à l'État américain à 10 ans à un taux de 1,5. Il faut être complètement fumé du bulbe. Enfin, excusez-moi, mais voilà. Pour moi, c'est complètement dingue. C'est d'une folie furieuse. Ça veut dire prêter de l'argent à perte, en sachant qu'en plus de ça, si la Banque centrale se retire du marché, vous perdez sur le coupon et vous allez perdre, mais à mort, sur le prix de l'obligation. Donc là, il faut bien comprendre que tous ces schémas-là, du coup, d'acheter des obligations à 10 ans, ne peut se faire qu'à court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui achète les obligations qui sont émises par l'État américain? C'est des spéculateurs de court terme. C'est ça qui inverse la courbe des taux. Ce sont des gens qui prennent des obligations à 10 ans pour les revendre dans 2 mois, 3 mois, et c'est la patate chaude. C'est de dire les obligations qui sont mises aujourd'hui vont obligatoirement perdre de la valeur. Soit sur la partie coupon, c'est-à-dire qu'on va avoir une crise de la dette et la dette va remonter sur les valeurs auxquelles elle devrait être en fin de cycle, plutôt 4-5%. Problème, c'est que si on fait ça, c'est la valeur des obligations qui va chuter en ligne droite. Donc il faut bien comprendre que c'est extrêmement important de comprendre que pour l'instant, la gestion que fait la Banque centrale, c'est très risqué parce qu'il faut maintenir cet équilibre dans le sens où il faut éviter que les gérants vendent trop fort des actions, sinon on va créer de l'instabilité financière sur le prix de ces actions. D'accord ? Et il faut éviter qu'ils se chargent trop en obligations, parce que s'ils font ça, évidemment, ils sont obligés de vendre les actions. Pour acheter des obligations, il faudra vendre les actions. Donc le principe, c'est de dériver à faire en sorte que ces mouvements, ce mouvement-là qui pour moi est le mouvement à venir, ne se fasse pas de manière brutale. Donc qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Il faudrait que la Banque centrale se désengage tout doucement des obligations, mais tout doucement sans arriver à déclencher un crack, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle quitte le marché des obligations tout doucement, que ce soit gentiment compensé par les acteurs privés qui se remettent à financer tout doucement les dettes d'État à moyen terme pour éviter des crunchs, des crédits de crunch. D'accord? Ça, c'est dans un monde parfait. Hein. De dire en même temps, bon, elle spécule un peu sur les comos et tout ça, mais globalement, elle reste sur une exposition relativement similaire. Mais par contre, pour acheter les obligues, il va falloir vendre les actions. Et moi, je pense que tout le problème se situe ici. Où est-ce qu'on va trouver la liquidité pour vendre les actions? Et le schéma qui est fait aujourd'hui, et je vous en ai déjà un peu parlé, c'est que ces gars-là, qui sont gérants, ils se disent « Ouais, mais en fait, il n'y a pas besoin de se précipiter à vendre les actions, il n'y a pas besoin d'anticiper les actions. » Ils sont tous conscients de ce que je vous ai dit, hein, de l'effet entonnoir, qui revient à dire « On va tous faire la même chose, et le goulot d'étranglement ici, c'est qu'il y a très peu d'acheteurs. On va être beaucoup de vendeurs ici, à vouloir vendre toutes les mêmes actions, et on ne va pas tous pouvoir passer par le trou. » D'accord ? Donc ça va s'entasser et on sait qu'évidemment ici il va y avoir un problème. Et on se dit, il va y avoir un problème, mais je ne veux pas non plus être le premier à vendre pour être sûr de passer par le goulot. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est ceux qui vendent en premier qui sont sûrs de passer par le goulot. Les autres, ils vont se retrouver keblo parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Hein, d'accord ? Ou très peu d'acheteurs, en tout cas pas suffisamment d'acheteurs, si tout le monde veut se mettre à vendre les valeurs de croissance en même temps. Et on se dit quoi ? On se dit, attendez, mais la Banque centrale a soutenu les obligations pour éviter qu'on les achète tous en même temps, c'est-à-dire pour éviter qu'on achète tous les mêmes obligations, la Banque centrale l'a fait à notre place. Donc pour éviter qu'on vende toutes les actions, est-ce que la Banque centrale ne va pas se mettre à les acheter aussi? Parce que c'est exactement ça que sont en train de se dire les gérants. Ils se disent, de toute façon, c'est pas grave, si on doit avoir un embouchage, si on doit avoir
un effet d'entonnoir et qu'on n'arrive pas, par exemple, à vendre nos actions Apple, bon, c'est bon, la Fed va les acheter, quoi. En fait, ils se disent, comme de toute façon la Fed est garante de la stabilité financière, elle va venir récupérer. Si on prend un peu trop de risques, et on est conscient, d'accord, ça c'est un risque de faire sauter le système financier, hein, d'accord, donc une crise de liquidité. Ils se disent, ah bah crise de liquidité, c'est pas grave, la Fed elle va intervenir, elle va acheter des actions. Enfin, c'est évident, c'est clair. Voilà le schéma dans lequel on est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dans les gérances, aujourd'hui, on préfère se dire, je ne veux pas être le premier à vendre, je vendrai relativement vite, évidemment, s'il faut le faire, pour essayer de ne pas être le dernier, mais par contre, je ne vends pas trop non plus, par anticipation, parce que, bon, bah, l'effet entonnoir, oui, je suis conscient que ça peut arriver, mais si ça arrive, soit c'est la merde, c'est-à-dire qu'on sera tous dans la même merde, et très probablement, bah, la Fed viendra au sauvetage. La Fed ou toutes les autres banques centrales, elles se mettront à acheter les actions qu'on ne peut pas vendre, tout simplement. Ou encore une fois, à dire, bah, on fera un quantitative easing avec ces trucs-là. C'est-à-dire que pour trouver le pognon qui permettra d'acheter les obligations, qu'est-ce qu'elle va faire la Banque centrale? Eh ben, elle va prendre les actions dont on a besoin, c'est-à-dire que pour vendre ces actions, on ne va pas les vendre à des acheteurs qui n'existent pas. Qui c'est l'acheteur qui n'existe pas? C'est la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui va récupérer le surplus, qui va donner de l'argent pour que les gérants puissent acheter les obligations. Autrement dit, aujourd'hui, on essaie de créer un système dans lequel la Banque centrale sert d'amortisseur pour la fin de cycle. C'est génial, non? Est-ce que c'est pas génial? En gros, dans la première phase, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on empêche et on intervient de manière directe sur la phase de distribution, c'est-à-dire que comme on sait que les gérants vont acheter des obligations, on les achète à leur place. Comme ça, on leur coupe l'herbe sous le pied. Et en attendant, ben, évidemment, on va racheter une partie de leurs obligations existantes pour leur permettre de garder les actions en portefeuille. Pour donc éviter ces frais. En gros, on essaie de faire ça. On essaie de freiner ça pour freiner ça. Ok? Le principe, c'est que du coup, on sait très bien que quoi qu'il arrive, il va arriver ce mouvement derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir servir de tampon et donc, très probablement, acheter des actions. Voilà ce que se disent les gérants aujourd'hui. Ils se disent, les valeurs de croissance, elles sont clairement risquées, c'est clair. S'il faut les vendre, j'en vendrai une partie, mais j'en garderai toujours une autre partie parce que je pense qu'elles sont achetées comme collatéraux et très probablement achetées par les banques centrales. Moi, je vous dis juste un truc. Non. Voilà, ça se passera très probablement pas comme ça. Est-ce qu'ils vont essayer? Oui. Est-ce que ça va passer? Je pense sincèrement que non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que la Banque centrale, elle est indépendante, d'accord, mais elle reste financée, elle reste légiférée. C'est-à-dire qu'il suffit tout simplement que ça commence à couiner et que derrière, tout simplement, bah, les gens disent « Ok, non, c'est bon, ça, on arrête. » Voilà, autrement dit, le changement de paradigme. Que les banques centrales aillent vers ce chemin-là, je vous le dis direct, c'est évident. C'est la porte est toute ouverte. Ils savent très bien que si ça couine sur les actions, ils vont racheter des actions. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais attention, il y a déjà d'autres banques centrales qui l'ont fait. Autrement dit, il faut mettre en place un cadre légal pour acheter des actions dans les banques centrales. Je peux vous dire ce que vous voulez, j'en sais rien, mais bon, les bruits de couloir sont déjà là. Évidemment que les banques centrales européennes et américaines sont déjà en train de travailler sur ces législations. Est-ce que ces législations vont passer? Ça, c'est une autre histoire. Et je vous dis, le pari boursier qui est fait aujourd'hui, de dire, bon, il y a le risque de l'entonnoir, mais on va de toute façon faire passer les législations pour réussir à éviter l'entonnoir, ou en tout cas à limiter l'effet entonnoir, moi je vous dis, c'est un pari risqué. Et je pense que c'est aujourd'hui l'énorme problème qui fait peser une crise financière sur la plupart des gens aujourd'hui. C'est le problème qu'aujourd'hui on a des gens qui pensent que la Banque centrale peut résoudre tous les problèmes. Alors qu'encore une fois, les banquiers centraux eux-mêmes ont déjà fait et utilisé des verbes très clairs qui tendent à dire « vous attendez trop de la Banque centrale » et ça, personne ne le prend en compte. On se dit que de toute façon, comme la Banque centrale a réussi à pas trop mal gérer la partie obligataire, elle gérera bien la partie action. Bon courage. Moi, je vous dis, c'est un pari spéculatif. Moi, je parie plutôt au contraire que ce vers quoi on va aller, c'est plutôt des procès pour les GAFA, pour des concurrences déloyales, pour des situations de monopole, des antitrusts, voilà, des dumpings et des trucs comme ça. Tout ça, c'est clair, à mon avis, ça arrive. Hein. Donc, moi, je mise plutôt dans ce cas-là. C'est-à-dire, au contraire, au lieu d'aller vers toujours plus d'assouplissement monétaire et toujours plus d'accommodation pour éviter les structures de baisse de marché, moi, je pense au contraire qu'on va vers une attaque frontale, que ce soit sur le plan international
ou sur le plan interne, légal, aux États-Unis, je pense qu'on va vers toujours plus de procès sur les fameuses GAFA, ce qui va mécaniquement probablement déclencher les baisses de ces marchés. Sauf que si on déclenche d'un point de vue légal des procédures contre les Google, les Apple et compagnie, comment voulez-vous d'un côté qu'on puisse justifier que la Banque centrale les achète? Moi, c'est là où je trouve que l'irrationalité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est celle-là. C'est de dire, on a des géants tout-puissants, tout le monde le sait, le peuple ne veut pas de ces conglomérats, d'accord? Demander au peuple, hein, la volonté politique, c'est de scinder les GAFA. C'est de dire, ces entreprises sont trop puissantes, elles sont plus puissantes que des États, il faut les scinder. Ça, c'est un consensus au sein des gens, hein, d'accord? C'est pas un consensus au niveau politique, donc il y a un problème de représentativité du peuple au sein de l'arbre politique. Mais rassurez-vous, je pense que ça arrive. Hein. Et donc, il y a à mon avis plus de problèmes à venir sur les GAFA que de dire c'est le pari qu'il faut faire, c'est-à-dire d'acheter des GAFA aujourd'hui puisque c'est elles qui sont plus fortes que les États et si les États chutent, au moins les GAFA seront là et on ne perdra pas trop de valeur. Ce qui est donc le trade actuel que sont en train de faire tous les particuliers, qui sont en train de se dire c'est bon, les GAFA sont trop puissantes, elles ont déjà le pouvoir, elles le garderont et du coup, je préfère mettre mon argent dans les GAFA que d'acheter de l'obligation, par exemple. Voilà, c'est de dire une assurance vie, mais pourquoi faire? Voilà, ça sert à rien. Acheter des obligations, non, je vais acheter du GAFA, voilà, je vais acheter du Apple, je vais acheter du machin, parce que c'est ça l'avenir. Je pense encore une fois que c'est une grosse erreur. Moi, je pense que l'avenir, c'est que ces trucs-là vont se faire démanteler et qu'on va redistribuer l'argent dans des secteurs différents. C'est un pari spéculatif, comme je vous dis. Si ça réussit, effectivement, gros effet multiplicateur sur mes comptes. Si ça réussit pas, je vais évidemment perdre un peu d'argent. Ça, c'est clair et net. Mais pour l'instant, moi, je ne fais pas ce pari. Et je vous dis, s'il faut attendre 4-5 ans d'extension donc, de ce cycle économique sur les rêves boursiers, donc on prend les mêmes et on recommence, si c'est ce qui se passe, clairement, je me serais trompé. Donc je couperai toutes les ventes sur ces actifs-là. Il y aura des pertes associées à ça, qui sont minimes, encore une fois, ce n'est pas des grosses pertes. Et en plus de ça, je vous rappelle que c'est que sur la partie spéculative de mon portefeuille. Hein. J'ai d'autres choses que des investissements boursiers. Hein. Voilà. Donc le principe étant, si on continue dans les bulles, écoutez, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, moi, je suis déjà propriétaire, j'ai pas besoin de courir pour chercher de l'argent. Hein. Donc il n'y a pas spécialement de souci. Moi, pour mon risque financier, je pense que je fais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire essayer d'anticiper un peu dans l'espoir d'obtenir un effet multiplicateur si j'ai raison et que les autres se sont plantés, c'est-à-dire que les gens achètent des GAFA et qu'elles vont se péter la gueule. Évidemment, je vais bien me gaver là-dessus. Mais voilà, si j'ai tort, c'est pas la fin du monde. Ça va pas me tuer. Et j'attendrai 4-5 ans que ces gens-là récoltent les fruits de ce qu'ils ont semé aujourd'hui, qui est pour moi une mauvaise décision. Maintenant, je ne sais pas si elle va être payée maintenant, dans les prochains mois, ou si elle devra se payer dans 2, 3, 4 ans, dans un timing complètement différent, mais par contre, cette fois, avec des risques beaucoup plus considérables. Donc la prochaine fois, par contre, il y aura crise économique. Hein, je l'ai dit, si on reporte le cycle pour une extension de 4-5 ans, la prochaine phase de crise sera un éclatement de bulles dans des proportions qu'on n'aura jamais vues. Et on aura des bulles de crédit avec des bulles d'actifs. Autrement dit, on aura la vraie everything bubble. Le truc où là, c'est tous les actifs sont surgonflés. Et là, par contre, c'est une crise monétaire majeure. Et là, je préfère vous dire que derrière, il faudra avoir autre chose que des devises. Mais voilà, il y a toujours un risque. Moi, je ne sais pas quel est le futur. J'estime les futurs potentiels. Et voilà. Donc c'était un cours aujourd'hui sur les orientations de portefeuille et surtout donc sur ces mécanismes, puisque je vois certains parmi vous qui ont... Alors c'est surtout chez les jaunes que ces compréhensions sont un peu moins bonnes. Voilà. Donc comprenez bien encore une fois que je fais rien au hasard, jamais. C'est juste que parfois je n'ai pas la capacité de vous expliquer tout. Donc aujourd'hui j'ai essayé de vous expliquer cette partie-là, qui me semble importante de comprendre. Ce que j'essaie de faire. Voilà. Comme ça, j'essaie de vous faire comprendre la rationalité de ce que je fais. Encore une fois, si ça se trouve, j'ai tort. Hein, ça n'explique pas obligatoirement ce qui va se passer. Rien n'est explicable et le chaos est toujours là. Je vous explique juste les grands mécanismes de gestion boursière habituels et ce que fait la smart money. Voilà. On a des signes évidents, hein, donc que effectivement la décollecte s'est mise en place quand même, mais je pense toujours que le problème le nœud se situe aujourd'hui autour d'un problème de croyance par rapport au fait que la Banque centrale va effectivement racheter des actifs boursiers et donc des actifs, enfin surtout les gens se disent je ne peux pas vendre parce qu'il est possible qu'on ait la même inflation boursière que celle qu'on a connue sur les obligations. D'accord? Je vous le mets ici parce que c'est important. Les T-bills, je ne sais pas si on va pouvoir les avoir. T-bonds, T-bond.
putain, comment ils les appellent ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Je voudrais le prix des obligations. Bon, c'est pas grave. Dans ce cas-là, je vais prendre juste les Bund, hein, d'accord? Donc vous allez voir tout de suite, parce que voilà, pour le coup. Alors, attendez, je vais le faire là, Bund. Bon, comme ça, au moins, le Bund, il n'y a pas de souci, hein, lui, on a la valeur. Voilà. Donc, autrement dit, ce que se disent les gérants aujourd'hui, c'est, bon, les obligations, d'accord, c'était déjà relativement cher, mais c'était de dire, voilà, ici, c'est les phases, donc QE et compagnie, autrement dit, bon, bah, il n'y a plus de raison de faire augmenter le prix des obligations, donc théoriquement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand les obligations sont très chères, il n'y a que deux choses pour justifier la prise de risque de prêter. C'est soit de faire augmenter le taux d'intérêt, d'accord, soit de faire augmenter la demande de ces obligations pour pouvoir donc justifier la hausse de prix. Donc c'est-à-dire il faut soit de l'endettement, un endettement massif, non pardon, soit il faut une compression de la dette, c'est-à-dire qu'il faut que l'État s'endette beaucoup moins, d'accord, il faut couper la dette de l'État pour raréfier la demande, d'accord, et donc justifier la valorisation par la rareté, d'accord, de ces obligations en circulation. Ce qui est donc le double effet qui se coule du Bund, puisque le Bund, effectivement, l'Allemagne refuse littéralement de s'endetter. Donc elle émet très très peu de dettes et elle veut rester là-dedans. Donc des obligations rares, donc la demande ici justifiait quand même une partie de la hausse de prix. Hein. Attention, je n'ai pas dit que c'était stupide, mais il faut bien comprendre que ici, quand d'un autre côté vous avez une pression baissière sur les taux, ça fait monter encore plus. Hein, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas baisser le risque. Donc on est aujourd'hui dans le cas où la hausse de prix a très clairement atteint son sommet. Là, c'est game over. Hein. Les obligations, elles sont plutôt parties pour chuter. Donc, chute du prix des obligations, ça ne peut faire que deux choses. Soit la hausse des taux, ce qui me semble être le plus probable, hein, c'est-à-dire de dire la politique de taux bas, c'est fini. Et il va falloir réussir à éviter l'éclatement d'une bulle de crédit en réaugmentant les taux. Et ça ne va pas être facile. Soit tout simplement, il va falloir trouver beaucoup plus d'acheteurs, d'accord, sur ces obligations. Autrement dit, il va falloir laisser les gens réorienter les portefeuilles vers les obligations. C'est-à-dire, pour moi, le prochain mouvement, c'est-à-dire la Banque centrale se désengage et commence à réouvrir la porte pour les gérants à l'achat d'obligations. Mais par contre, d'accord, il y a certaines obligations qui resteront de toute façon illiquides. Je parle de toutes celles qui ont été émises à taux négatif en zone euro. Sur 10 ans, celles-là, il n'y a personne qui les achèteront. Donc il va y avoir un gros problème là-dessus. C'est probablement la Banque centrale qui les gardera. Donc la Banque centrale restera là-dessus. Et on lui demande déjà de prévoir, de gérer la sortie des schémas actions. Ce qui me semble être donc une folie furieuse totale, de dire autrement dit, maintenant du coup en fait on peut prendre tous les risques, quand il y a de la croissance c'est fantastique, on peut bourrer la mule de tout ce qu'il faut, et en attendant derrière, les risques c'est toujours la Banque centrale qui va les assumer. Autrement dit, je prends les gains, tu prends les risques. Non, ça ne fonctionnera jamais comme ça. Je vous le dis juste comme ça. Hein. À chaque fois dans l'histoire qu'on y a cru, ça a mené à 1987, ça a mené à des trucs comme ça. La sous-estimation du risque, ou de penser que quelqu'un d'autre, qu'une entité supérieure et magique va assurer le risque, encore une fois, qui est derrière la Banque centrale? C'est nous, c'est tout le monde en fait. C'est de dire, si la Banque centrale, elle fait augmenter la taille de la masse monétaire par la taille de son bilan, tout simplement, c'est le prix de la monnaie qui baisse. Hein. Donc c'est tout le monde qui paye. Voilà. C'est de dire, soit derrière, vous aussi, vous bénéficiez de cette inflation, et dans ce cas-là, tout va bien. Enfin, tout va bien, en tout cas, il n'y a pas de souci, comme je vous l'ai dit. Si la baguette, elle passe de 1 à 2 euros, mais que votre salaire passe de 1000 à 2000, on s'en fout. C'est pareil. Voilà, c'est juste de dire, on a changé les chiffres, on a changé les prix, mais ça ne change rien dans la répartition de la valeur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation, elle est boursière, essentiellement, et immobilière, mais elle n'est absolument pas réelle. Et ça, c'est un problème, puisque ça crée des bulles. Donc voilà, le schéma dans lequel on est. Donc réussir à dégonfler les bulles boursières sans que ça fasse tout péter, tout comme on essaye aujourd'hui de dégonfler doucement la bulle de crédit. Pour l'instant, ça fonctionne sur la bulle de crédit.
Maintenant, attention, on commence à rentrer dans la phase baissière sur certaines obligations. C'est-à-dire qu'on a repoussé toute la phase baissière sur toute cette phase où je vendais les obligues du Bund, qui a donc fait sa petite poussée finale un peu faux-folle. Par contre, ça, c'est clairement un excès final. Donc là, c'est game over. Maintenant, les Bunds n'ont plus de potentiel haussier, donc il va y avoir des pressions plus fortes au fil du temps sur les actifs obligataires. Je n'ai pas dit que ça allait forcément craquer, j'ai juste dit qu'on entamait à peine le cycle vendeur. Donc ici, la question que je me pose maintenant, c'est comment ça va se passer sur les actions. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc il faut surveiller comment ça se passe sur les actions, et particulièrement donc sur les actions de croissance. Pour l'instant, c'est tout va bien, la volatilité est faible, ces actions sont peu risquées, tout ça, tout ça. Je pense que c'est une illusion et que cette volatilité arrive. Maintenant, pour l'instant, on ne voit rien du tout. Et toujours pareil, l'orientation de portefeuille, pour l'instant, des gérants à court terme, c'est de dire « Putain les gars, il n'y a pas de volate, c'est parfait, donc il n'y a pas de risque, donc on ne va surtout pas vendre ces actifs risqués. Vu qu'il n'y a pas de risque, pourquoi on s'amuserait à vendre en premier ?» Donc les gérants aujourd'hui laissent faire et laissent évoluer tous ces actifs boursiers où il n'y a évidemment pas un vendeur, d'accord, puisque personne ne vend. Donc les prix montent, pas parce qu'il y a des acheteurs, les prix montent parce qu'il n'y a pas un seul vendeur. Et que du coup, on essaie de voir jusqu'à quel prix les gens vont accepter les hausses avant de dire, bon, là, je veux bien en vendre un peu. Donc c'est très très dangereux quand on monte, pas parce que les entreprises créent plus de valeur, on monte parce que personne ne veut vendre. Et ça, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Ça, c'est typique justement des fins de cycle. Mais par contre, encore une fois, attention à l'entonnoir qui arrive derrière. Plus on monte, plus le risque augmente. Les prix peuvent justifier la prise de risque un certain temps. Par contre, encore une fois, la valeur, c'est ce que vous retirez de ce que vous avez acheté quand vous le vendez, pas le prix auquel il est affiché aujourd'hui. Le prix et la valeur sont deux choses bien différentes. Si vous détenez 200 000 actions Apple, elles ne valent pas 200 000 fois 258, ou je ne sais plus combien on cotait hier soir, 262. Ça ne vaut pas 200 000 fois 262. Ça vaudra ce que vous en retirerez quand vous aurez vendu les 200 actions, les 200 000 actions. Et je pourrais vous parler ce que vous voulez, que ça ne vaudra clairement pas 262 $ si vous le faites. Donc voilà. Le problème, c'est aujourd'hui d'arriver à estimer cet entonnoir, de savoir par rapport à ce qu'on possède de ces valorisations, quelle est la probabilité qu'on arrive à passer au moins une grande partie de tout ça dans le tuyau de l'entonnoir, et ne pas faire partie des gens qui finiront embouchés. Et la partie qui est embouchée, encore une fois, est-ce qu'elle est tolérable, oui ou non? D'accord? Parce que ça veut simplement dire que de toute façon, les gérants peuvent garder une partie des actifs Apple qu'ils ont ou des trucs comme ça. Ils ne vont pas tout vendre, encore une fois. Mais c'est de dire, est-ce que la partie qu'il faudra vendre pour acheter autre chose, on va réussir à la faire passer par l'entonnoir? Oui, non. Voilà. Et c'est un jeu très dangereux auquel on consiste aujourd'hui, qui est un petit peu donc, ce que j'appelle la patate chaude, qui revient à dire, ouais, je pense que j'arriverai à faire partie de ceux qui passeront par l'entonnoir. C'est du pur doigt mouillé qui dit, ouais, ça va, je peux attendre demain. Attends demain, attendez. Le jour où ça va baisser, je pense que tout le monde fera la même chose en même temps. Donc pour l'instant, ça va, mais tant que ça ne baisse pas, tout va bien. Le jour où ça commencera à baisser, on a des problèmes significatifs. Et je vous dis, le problème, c'est que comme la courbe de taux se réinverse, ça traduit normalement une chose. Les gérants obligataires se sont fait la malle et les gérants commencent à racheter les obligations. Celles qui ont des bonnes maturités, bien entendu. C'est-à-dire que là, tout simplement, les gérants sont en train de spéculer sur le fait que, très probablement, les taux vont remonter. C'est ce qui semble le plus probable. Donc ça revient à dire, pour l'instant, on est dans une phase de distribution sur les obligations. Je pense que les actions, c'est les suivantes à bouger. Mécaniquement, parce que les positionnements sont déjà faits, je pense, sur tous les autres actifs. Donc le gold ne fait que dépendre du type de crise qu'on va avoir. Est-ce que c'est une crise systémique? Et dans ce cas-là, le prix du gold va exploser au-dessus des 2000 $. Est-ce que c'est simplement une crise de marché, c'est-à-dire un repricing un peu violent? Et dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas de raison que le gold s'envole non plus de manière complètement irrationnelle. Voilà. Allez, sur ce, on va se rester... Putain, 1h43, bordel. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses. J'espère que cette émission, elle vous plaira. Elle est très complexe. Elle est vraiment uniquement pour les expérimentés. C'est-à-dire que de savoir tous ces trucs-là, ça ne sert à rien pour les débutants. Vous, encore une fois, attendez que ça baisse. Une fois que ça baissera, s'il y a un pullback, tant mieux. S'il n'y a pas de pullback, tant pis. Mais c'est un trade de reverse ici. Et ça ne peut pas se faire n'importe comment, parce qu'ici, on parle bien donc, de reverse moyen terme, donc de structure de composition de portefeuille, et de savoir si j'ai eu raison ou non d'anticiper la chute des valeurs de croissance. Et si ce n'est pas le cas, et dans ce cas-là,
attendre, pour ma part, ce prochain cycle. Je ne me repositionnerai pas à l'achat sur des valeurs comme Apple et tout ça. Je les laisserai, hein, c'est-à-dire tout simplement, moi je ferai mon blé sur des actifs spéculatifs autres, et j'essaierai, entre guillemets, de pas trop perdre de valeur, mais j'essaierai pas de faire de la valeur nécessairement sur la hausse des prix. Hein, d'accord ? Moi, plutôt, c'est de dire, je vais attendre sagement le moment où ceux qui jouent sur ces hausses de prix vont faire des erreurs et vont perdre beaucoup de blé. Moi, je serai là pour racheter leurs pertes, hein, tout simplement. Pour moi, c'est ça le prochain truc à faire. C'est attendre que ceux qui commettent des erreurs aujourd'hui paient le prix de ces erreurs pour tout simplement faire de bons investissements. Voilà. Donc, moi, j'attends le déclenchement de la phase de baisse, qui est normalement la phase typique entre la phase de distribution et la phase d'investissement du cycle suivant. Donc se préparer pour le cycle suivant, savoir sur quel secteur vous voulez acheter, pas acheter, et attendre sagement, tout simplement, que la réallocation d'actifs se mette en place. Voilà.